qui se passe dans la vie, ça peut être plus ou moins difficile. Mais si on se tient à ses objectifs de vie, qu'on est en accord avec ses principes et son éthique, on peut y arriver. Il faut juste se donner les moyens. Tu disais tout à l'heure, en fait, on s'est répondu mutuellement sur les choix de vie. En gros, on choisit, à un moment donné, il y a des choix qui arrivent, on choisit ce qu'on fait. On peut baisser les bras et se dire c'est fini, ou on peut se dire et c'est pas grave, on se met un coup de pied au cul et on peut y arriver. Et je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir sur tout ça, c'est que on peut y arriver. Il faut se donner les moyens, et même si on arrive à 60% de ses objectifs, c'est quand même génial. Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie des autres, un podcast unique tourné vers la vie quotidienne de personnes qui nous ressemblent. L'idée est de découvrir certains parcours, certains métiers et certaines manières de penser, tout ça dans un seul but, découvrir les autres. Je te remercie encore Bruce pour en fait t'as pas accepté l'invitation parce que c'est toi qui est venu vers moi pour me demander justement de peu de participer parce que d'après ce que tu m'as dit t'aimais le format et t'aimais un peu ce que je faisais. Totalement, j'aimais bien l'idée d'avoir un podcast avec des personnes que l'on peut rencontrer au quotidien, parce qu'il y a plein de podcasts qu'on peut avoir de personnalités plus ou moins connues mais qui font des choses assez remarquables. Typiquement, moi, j'écoute beaucoup de podcasts dans la tête d'un coureur, typiquement. Ok. Puisque du coup, je fais pas mal de courses, etc. Ça s'appelle. C'est qui présente ça ? Oula, alors les noms, Ok. moi j'ai du mal, mais. Parce que je crois qu'il y a un truc qui s'appelle Extraterrien. Oui. C'est un podcasteur qui enregistre que des sportifs, pas forcément des coureurs, mais que des sportifs. Donc, c'est peut-être en parallèle. Mais c'est à peu près similaire, ouais. Okay, j'ai déjà écouté quelques épisodes de ça. Mais, et donc, du coup, c'est vrai que c'est des personnes qui sont un petit peu qui te motivent au quotidien parce qu'elles sont connues, elles ont fait des choses remarquables, etc. Et l'idée d'avoir un podcast justement avec des personnes que tu peux rencontrer au quotidien et qui, 10 fois, font des choses hyper remarquables, mais en fait, tu le sais pas forcément parce que c'est le commun du mortel et on n'en parle pas forcément et pourtant, ils font des choses magnifiques. Alors, soit on n'en parle pas, soit eux, ils n'en parlent pas, tu vois. Oui. Parce que parfois, des gens, ils font des trucs extraordinaires, comme tu dis. Oui. Et en fait, soit ils osent pas parler, soit ils disent qu'en fait, c'est inutile de parler, soit ils gardent ça pour eux. Il y a plein de raisons pour lesquelles ils ne parlent pas, mais parfois, je trouve ça dommage, tu vois, de faire un truc cool et en fait, que de le garder pour soi ou son entourage proche. Et c'est un peu pour ça que je t'ai contacté, parce que en toute humilité, c'est vrai que lorsque je discute avec des gens, alors pas forcément des personnes que je viens de rencontrer, etc., mais des personnes qui sont dans mon cercle intime, et je leur dis, bah oui, au fait, j'ai fait ça et tout ça, et d'un coup, ils me regardent, ils font, mais quoi ? Ouais. Je lui dis, bah oui, en fait, j'ai fait ça, et il me dit, mais c'est hallucinant, et t'en es là maintenant ? Et je dis, bah oui. Et du coup, là, c'est bien, parce qu'on arrive dans une intimité un peu plus proche, parce que du coup, ils connaissent ma vie, par quoi je suis passé, et là où j'en suis maintenant, parce qu'ils connaissent que mon quotidien, en fait, et ce que je fais. Mais je pense qu'ils arrivent aussi mieux à te cerner et à te comprendre aussi, tu vois. Oui. Parce que quand tu abordes quelqu'un, quand tu rencontres quelqu'un, en fait, tu le juges très vite, tu vois. Oui. Mais tu ne connais pas son passé forcément. Donc parfois, c'est assez délicat de le juger très vite et de se dire en fait il est comme ça parce que tu vois. Mais après bon. Et c'est vrai que par rapport à mon passé, on en parlera peut-être tout à l'heure, j'ai pas envie de le montrer trop tôt pour pas avoir une étiquette et que les gens, tu vois, ils se fassent une fausse image de moi. Parce que tu vois, c'est le quotidien pour moi qui compte, c'est ce que je suis, ce que je fais au quotidien, et pas que les gens me regardent différemment par rapport à ça. C'est pour ça que généralement j'en parle avec les autres plus tard dans nos relations amicales, généralement, et pas de suite. D'accord. Tu nous parleras un peu plus tard de ce qui s'est passé dans ta vie, mais tu regardes plus le futur que le passé, ou t'as réussi à franchir ce cap, entre guillemets, de se dire, voilà, ce qui s'est passé, c'est passé, j'essaie de regarder maintenant vers l'avenir. J'ai toujours regardé dans l'avenir, même quand j'étais plus jeune, parce que c'est là où tu vas aller, en fait. Et le passé, c'est ce qui t'aide, de par plein d'expériences, à être celui que tu es. Ouais, d'accord. Donc, toujours dans le regard vers l'avenir. Ok. Et beaucoup dans le présent aussi, évidemment. Ouais. Bon, on le dit souvent, il faut vivre l'instant présent. Ça fait un peu cliché, mais je pense que c'est quand même important. Ouais. Bruce, alors c'est peut-être... déjà, je t'ai pas contacté de suite quand tu m'as envoyé le message, parce que déjà, j'avais d'autres personnes auxquelles contacter. Et d'autre part, c'est que... en fait, on se connaît
se connaît, mais on se connaît pas trop non plus, tu vois. Effectivement, ouais. Donc t'étais un peu la première personne avec laquelle j'allais discuter sans trop te connaître. Donc c'est plutôt toi, je pense, qui va beaucoup parler. Bon, même tous les podcasts, c'est beaucoup l'invité qui parle, mais donc voilà, c'est pour ça que je t'ai pas non plus demandé tout de suite. Bruce, donc tu es maintenant ingénieur en cybersécurité. Tout à fait. Alors c'est très très précis. Il faudrait que peut-être tu nous expliques concrètement ce que c'est, sans trop aller dans le détail. Hein. On va pas non plus endormir les gens, même si peut-être que c'est fascinant et une part d'ingénierie qu'on ne connaît pas forcément. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter ? Donc tu t'appelles Bruce, mais un peu d'où tu viens Alors, je m'appelle Bruce Ferrer, donc je suis un enfant de la région, parce que du coup, c'est tourné à Montpellier, et moi je suis né donc à Lunel. J'ai 35 ans, et je suis divorcé et père d'un superbe enfant de bientôt 8 ans. Ok. T'es né à Lunel du coup ? Je suis né à Lunel, tout à fait. T'as grandi avec tes deux parents à Lunel ? Non. Non. J'ai pas grandi à Lunel, puisque du coup, mes parents ont vite déménagé dans la région de Lyon, dans le Massif lyonnais. Ok. Et fun fact, déjà, je ne m'appelle pas Bruce de naissance. J'ai changé mon prénom. Est-ce que tu t'appelles le nom que tu m'as donné par mail ? Oui, tout à fait. Ok, parce que je me suis dit, en fait, te connaissant un peu farceur, je me suis dit, bon, attends, est-ce que c'est son vrai nom ou est-ce qu'il fait semblant ou, D'accord, ok. Non, c'est mon prénom de naissance que je t'ai envoyé. Ok. Donc, mon prénom de naissance, c'est Steven. Ok. Et j'ai choisi, depuis 2018, de changer ma carte d'identité pour Bruce. Ah ouais, à peine. À peine 2018. Enfin, ça fait que à quelques peine années 2018, parce que, en fait, le changement de prénom officiel était très dur pour moi, parce qu'à l'époque, quand j'avais déjà réfléchi sur le changement de prénom, etc., pour changer mon identité, changer le prénom, pour moi, c'était pas un changement de prénom lambda, c'était vraiment pour représenter plus la personne que j'étais, et pas forcément celle que j'avais été. Ça fait bizarre de dire changement d'identité, on dirait que... Oui, mais c'est pour moi, dans ce cas-là, c'est vraiment important. On en parlera si tu veux par la suite. Et en fait, pourquoi 2018 et pas avant ? Puisque du coup, j'avais déjà fait depuis, je dirais, 2013 à peu près. Le fait que les gens m'appellent Bruce et non plus Steven. Ok. Et en fait, c'est parce que avant 2018, un peu avant, je pense, c'était auprès du juge des affaires familiales où il fallait faire ce type de demande. Et pour moi, repasser devant ce type de tribunal a été trop douloureux. Donc j'avais choisi de ne pas le faire officiellement jusqu'en 2018 où ils ont allégé la procédure et on pouvait le faire en mairie. Ok. Voilà. Et ça fait pas bizarre que les gens t'appellent désormais Bruce ? Non, au contraire. Pour moi, c'est beaucoup plus naturel de faire appeler Bruce que Steven. Mais qui a choisi ce prénom ? Alors, initialement, donc j'ai 3 prénoms. Donc, en naissance, c'était Steven, Okay. Thierry en deuxième prénom et Bruce en troisième prénom. Et donc, j'ai choisi d'utiliser mon troisième prénom que je préférais, juste d'un point de vue personnel, mais quand même de garder un prénom que mes parents m'avaient donné, Okay. mais quelque chose qui me représentait plus. Ok, d'accord. Donc, une enfance basée du coup à Lunel, t'es parti sur Lyon. T'as grandi... Du coup, tu as commencé ton parcours scolaire à Lyon ou tu avais déjà commencé à Lunel ? Alors non, parce que je suis parti, je devais avoir 8 mois. Donc en fait, j'ai aucun souvenir de ma vie lorsque j'étais à Lunel. J'ai beaucoup plus de souvenirs lorsque j'étais dans le Massif lyonnais, parce que c'était vraiment très beau. Il y avait que des forêts autour du village où on était. C'était un endroit très perdu, mais de très beaux souvenirs d'enfance. Donc t'as un peu grandi dans les montagnes en fait. Un peu. Il y aura peut-être un rapprochement avec c'est le hobby que tu fais aujourd'hui. Et j'en suis quasiment sûr. Tout à fait. Et du coup, malheureusement, très tôt dans ma vie, à l'âge de 9 ans, lors de visite des grands-parents qui étaient restés dans le coin, puisque c'était à Saint-Laurent-des-Gouzes, donc près des Gueux-Mortes, etc., j'ai eu malheureusement eu le décès de ma mère. Donc c'était un moment très, très dramatique dans ma vie, qui a fait que, comme mon père ne pouvait plus subvenir à nos besoins parce qu'il avait sombré dans l'alcoolisme suite à la mort de ma mère, c'est ma grand-mère qui nous a pris, moi et mes frères et sœurs, au sein de chez elle. Donc, t'as beaucoup t'as combien de frères et sœurs ? 2 frères et 2 sœurs. Je suis le dernier d'une grande fratrie. Ok.
c'était T'étais le dernier. c'était assez compliqué à Quel l'époque. âge le plus grand ou la plus grande? Ma sœur a 10 ans de plus que moi. Ok, d'accord. Ouais. Donc elle s'est un peu occupée de toi aussi. Là, j'ai envie de Difficilement. dire qu'à l'époque, on a essayé de faire comme on a pu. Chacun à son niveau. Ok. Et ouais. Ouais, c'est quelque chose que on en parlait avec un collègue de boulot justement qui avait perdu son père à l'âge de 8 ans aussi. Ouais. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre. C'est quelque chose qui, si tu vois, c'est une question très personnelle que j'ai beaucoup de mal à aborder avec les gens qui sont dans ce cas-là, parce que j'ai pas envie de les mettre mal à l'aise et tout. Mais je suis aussi curieux, tu vois, de voir un peu comment ils ont évolué, comment ça s'est passé. Pas forcément le côté morbide du truc, tu vois, mais Oui, juste. ouais. En fait, je pense que c'est difficilement imaginable dans la tête de quelqu'un de perdre ses parents. Donc, bon, déjà, merci d'en parler déjà. Avec plaisir. J'ai pas envie de te demander comment ta mère est décédée, mais ouais, peut-être que c'est un peu trop dark, on va dire, pour pouvoir en parler légèrement. Mais ouais, après, c'est la faute n'a pas de chance. Pour le coup, elle a eu une rupture d'anévrisme. Les conditions, je vais les taire parce que ça m'a relativement traumatisé la manière dont c'est arrivé. Mais c'est vrai que c'était totalement inattendu. Ouais. Et aujourd'hui, on va peut-être faire quelques translations entre le passé et le présent. Ouais, vas-y. T'as réussi à faire le deuil ou c'est encore difficile ou comment ça se passe? Je pense que le deuil s'est fait au moment où j'ai décidé de renaître, entre guillemets, avec le changement de prénom. À partir du moment où j'ai fait mon changement de prénom, c'était vraiment ok, je suis une nouvelle personne, j'ai accepté les deuils que j'ai eus dans ma vie et j'ai accepté la personne que je me suis construite. Parce que du coup, clairement, on parle de construction. Ça reviendra peut-être souvent dans ce que je vais dire. Mais est-ce que à 8 ans, tu t'en es rendu compte Enfin, oui, tu te rends compte que ta mère n'est plus là. Mais comment ça se passe? C'est de voir les gens, de voir la tristesse des gens ou même toi, intérieurement, tu savais qu'il y avait un truc qui les manquait, quoi. Est-ce qu'à 8 ans, on est déjà assez mûr pour comprendre ce qui se passe? Je pense qu'on est assez mûr, non pas par rapport à une personne qui n'est plus là, mais par rapport à l'analogie que tu peux avoir avec les autres. Tu vois, par exemple, quand on te parle de tes parents, etc. Et toi, tu regardes dans ton cocon, enfin déjà, tu n'as plus de cocon familial, parce qu'il a disparu totalement, qu'il y a plein de personnes que tu connaissais pas qui rentrent dans ta vie, des assistants sociaux, etc. Et tu dis, c'est pas... Tout le monde n'a pas ça. Et dès que les gens vont te parler de choses anodines, comme je vais demander à mes parents si je peux sortir ce soir, et toi tu dis, tu regardes, tu fais bah non, moi c'est pas possible, parce qu'ils sont pas là, que ces personnes-là, ces identités de parents ont été remplacées par d'autres personnes qui sont pas de la même génération qu'eux, parce que du coup c'est mes grands-parents qui m'ont recueilli. Et tes grands-parents ont élevé tes deux frères, vous 5? Non, parce que ça faisait beaucoup de monde. Il y a un des frères qui allait chez mon oncle et ma tante. Et du coup, on s'est retrouvés 4 chez mes grands-parents. Et ça a été très compliqué. Parce que du jour au lendemain, dès qu'il y a des personnes qui recueillent une personne, ça peut être gérable, etc. Mais 4 personnes d'un coup, c'est vrai que... C'est tes grands-parents maternels ou paternels? Maternels. Ok. Ouais. Et en fait, en plus de la complexité d'avoir toutes ces personnes-là en plus à la maison, il y a aussi eu le côté de... choc générationnel. Mes grands-parents, c'est des pieds noirs. Enfin, c'était des pieds noirs parce qu'ils sont partis maintenant. Et ils n'avaient pas la même méthode pédagogique, si on peut le dire maintenant avec les termes d'aujourd'hui. Et c'était plus martinet, fouet, etc. Et c'était, ça tourne droit, c'était très dur. Et pas la liberté qu'un enfant de mon âge pouvait avoir. Donc c'était très dur, très très dur. Mais c'est pas pour les défendre ou quoi, je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais je pense que c'est aussi difficile pour eux aussi c'est pour ça que je disais, de subir. De subir. Ils ont subi parce que c'était soit on allait chez eux, soit on allait à la DAS, quoi. C'est quelque chose qu'ils ont proposé ou c'est quelque chose qui leur a été imposé? C'est quelque chose qu'ils ont proposé parce que c'est vrai que mes grands-parents, même s'ils étaient durs au quotidien, mais ils étaient adorables, très... humains. Ouais, très humains par rapport à ça. Ils ont dit jamais de la vie, nos petits-enfants vont aller à la DAS. Malheureusement, malgré tout, en fait, ça ne marchait pas. Donc, on a quand même été placé à la DAS. J'ai vu que la DAS, parce que j'ai fait un peu de recherche justement sur ça, pour que ça n'existait plus d'ailleurs.
D'accord. Enfin, en tout cas, le nom DAS Ouais. Alors, on n'existait dit plus. DAS, mais c'est DDASS. Ouais, En déjà, acronyme, mais... déjà, je savais pas qu'il y avait 2D. Ouais. Bon, je pense que ça a été remplacé par un truc un peu similaire. Mais en fait, ça consistait en quoi? C'était des familles d'accueil dans lesquelles Alors, on était il y a envoyés? énormément de choses. En fait, c'est l'aide pour les enfants dans ces cas-là, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être des aides orphelins, ça peut être donc soit des foyers, soit des maisons d'accueil. Maisons d'accueil dans le sens comme des foyers, mais en version un peu plus légère. Soit des maisons d'accueil ou c'est des familles d'accueil qui accueillent des personnes. Et il y a plein de choses. Ça peut être aussi ponctuellement, par exemple les mercredis, où il y a des enfants qui viennent et qui sont accueillis par des éducateurs. Donc c'est beaucoup de choses en fait. Il y a plein de moyens et qui sont propres à chaque besoin que les enfants peuvent avoir. Ok, d'accord. C'est une association ou c'est un truc du gouvernement? C'est gouvernemental. D'accord, Ouais. ok. Bon, à l'époque, donc ça fait un petit Ouais. bout de temps, ça a sûrement évolué. Peut-être que ça a de nom, changé, etc. je sais pas. Je sais juste que ça a changé de nom après. Donc là, t'avais quel âge? T'avais 10 ans à peu près quand t'as commencé à faire ça? Quand j'ai commencé, parce Ou peut-être qu'entre-temps, ce qu'il y a, c'est que donc il y a mon père qui, dans la foulée, est décédé. Donc il a eu une cirrhose du foie, donc il s'est jamais remis de l'alcool, etc. Donc je me suis retrouvé orphelin très tôt. Tu le voyais toujours pendant que vous étiez chez vos grands-parents ou ça... Alors au début, il y avait une interdiction parce que il n'était pas en état de nous voir. Après, il a pu nous voir, mais c'était l'ombre de lui-même. En fait, il était plus capable. C'était plus faisable. Et puis après, il est parti peu de temps après. Ok, d'accord. Et donc après, comme les relations avec mes grands-parents se sont dégradées parce que c'était vraiment conflictuel, du coup, une assistante sociale nous a proposé si on voulait aller dans une maison d'accueil sur Nîmes. Du coup, comme ma sœur était déjà majeure, ma grande sœur était majeure, mon grand frère était chez les oncles, donc mes frères et sœurs jumeaux plus moi, on est allé donc en maison d'accueil sur Nîmes. T'as un frère, donc c'est triplé? Non, mais les frères jumeaux. Donc en fait, c'est ok. une sœur et un frère qui sont jumeaux, et il y a Ok. moi. Oui, c'est un peu complexe, c'est qu'il y a beaucoup de frères et sœurs. Et donc on a été dans une maison d'accueil sur Nîmes, et c'est là où en fait je me suis dit, donc c'est une chance entre guillemets de pouvoir faire autre chose et de sortir de cette relation qui était un peu compliquée avec les grands-parents, même s'ils nous ont aidés, force à eux pour nous avoir recueillis. Ils ont essayé, disons. Oui, ils ont essayé, mais après, bon, malheureusement, donc on a été placés. Et c'est là où j'ai pris vraiment un choc, où je me suis retrouvé en fait dans une maison d'accueil, donc qui est différente d'un foyer. C'est un peu plus cocon familial, même si c'est comme un foyer, mais il n'y avait pas que des délinquants. Maison d'accueil, c'est on regroupe plusieurs enfants? Ouais, c'est ça. En fait, là où j'étais, donc sur Nîmes, t'avais c'était des étages où il y avait des chambres, comme une maison au final, qui étaient par tranche d'âge. Donc t'avais les plus jeunes, dans lequel j'étais au début. Après, tu avais les adolescents à un autre étage. Et après, il y avait les jeunes majeurs qui avaient la possibilité d'avoir des appartements qui étaient loués, qui permettaient justement aux jeunes majeurs de prendre leur indépendance avant d'être majeurs. Ok. C'était une grande maison du coup. C'était une très grande maison. Donc c'était d'un point de vue historique, c'était super intéressant parce que c'est la maison d'accueil Paul Rabot. Et il faut savoir que Paul Rabot a participé donc à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qui était donc à Nîmes. Donc d'un point de vue historique, c'est assez fort, c'était très intéressant. Et donc du coup, il y avait tous ces éducateurs qui aidaient justement les jeunes avec différentes problématiques dans la vie à aller de l'avant, en fait, de trouver une solution. Et donc là, tu n'étais pas encore ado? Non, je devais avoir 13 ans à peu près. D'accord, ok. Voilà. T'en gardes des bons souvenirs de ça? T'en gardes des connaissances, des gens que tu côtoies parfois de temps en temps? Ça a été un peu de tout. C'est-à-dire que j'ai eu des rencontres formidables avec des éducateurs qui m'ont tendu la main, parce que du coup, ils voyaient vraiment que je voulais m'en sortir. Des relations un peu plus néfastes, parce que du coup, il y avait quand même des délinquants, etc., et qui avaient plus tendance à me tirer vers le bas. Et des très bonnes relations, puisque du coup, ma sœur a rencontré son mari d'aujourd'hui dans cette maison d'accueil, qui est mon beau-frère toujours aujourd'hui. Ouais. Ouais, totalement. Donc, tu vois, il y avait de tout. Néanmoins, ça m'a fait prendre conscience que la vie, c'était très compliqué quand même, mine de rien. À 8 ans, à 9 ans, je pense que t'es pas prêt à... Et en fait, à l'époque, tu vois, je me suis dit, mais putain, franchement, j'ai pas de bol. Et, tu te le disais, ça? Ah ouais. Ok. Putain. Il y a l'émotion qui arrive. Et ouais, tu vois, je me suis dit, putain, franchement, ma mère, mon père, etc. Là, j'arrive dans une situation totalement coupée du cocon familial. Et là, je me souviens, tu vois, j'étais dehors un soir et je me dis, je vais pas rester comme ça, quoi. Je vais pas continuer à subir la vie.
Ouais. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et je me suis dit... À 13 ans, c'est une bonne question. Ouais. Difficile. Très dur. Et donc là, je regarde un peu ma famille. Donc, on est tous de famille ouvrière, hein, clairement. Et je les voyais, tu vois, pieds noirs, tu vois, ils avaient construit plein de trucs en Algérie, etc. Bon, on va pas faire un débat sur la guerre d'Algérie, etc. Mais en gros, ils avaient travaillé toute leur vie, ils avaient réussi à avoir une ferme et à bien gérer. Et puis, ils se sont retrouvés en France sans rien, etc. Et ils se retrouvaient à travailler au Salin du Midi en tant qu'ouvriers. Et maintenant en retraite, tu vois, ils avaient vraiment rien. Ouais. Donc je me suis dit, moi, j'ai pas envie de faire ça. J'ai envie de me sortir les doigts et quitte à faire quelque chose, je vais faire le mieux. Okay. Donc je vise le plus haut que je puisse. Comme ça, si en fait j'ai que 80 voire 60% de ça sera génial. Okay. Donc je me suis dit, ok, je vais pas être ouvrier. Pas parce que je dénigre la profession, parce que je sais... ce que ça fait sur le corps par rapport à ma famille et dans l'état où ils étaient fatigués, ils n'avaient vraiment rien construit au final. Je me suis dit, tiens, deux choix. Là, j'avais identifié deux choix. Soit je deviens ingénieur, parce que c'est vrai que moi, en famille d'ouvriers, dès qu'il y avait quelqu'un qui disait qu'il était ingénieur, on le regardait avec des étoiles dans les yeux. Donc je me dis, être ingénieur. Une possibilité. Ouais, c'était la première possibilité. Soit je deviens militaire, parce que dans ma famille, il y a toujours eu des militaires de génération en génération. Mais pareil, tu vois, je me dis, je vais viser le maximum, parce que au pire, t'es pas déçu si t'as que 50% de ce que tu voulais, tu vois, ça serait juste fou. Donc je me suis dit, je vais être officier dans l'armée. Ok. Donc c'était soit ingénieur, soit officier dans l'armée. T'étais comment quand t'étais jeune? T'étais justement côté un peu délinquant, un peu justement non très droit, triste. Enfin, parce que l'armée, souvent, on y va parce que soit on aime le côté strict, rigoureux, soit au contraire, on est au contraire un peu... on va à droite à gauche, on a besoin d'être cadré, quoi. Alors, je me souviens de peu de choses de mes parents. Néanmoins, ce que je me souviens, c'était qu'ils m'ont appris vraiment la rigueur. Donc vraiment à être rigoureux et à faire les choses droites, etc. Discipliné. Très discipliné, très rigoureux. Et après, par rapport à ce qui s'est passé, j'étais quand même quelqu'un de très réservé, parce qu'en fait, ces choses-là qui se sont passées, ça m'a appris, ça m'a fait être mature très tôt. Et je voyais vraiment un décalage avec mes amis de l'époque qui étaient très insouciants. Puis moi, du coup, j'étais là, en mode très introverti. Du coup, je suis très introverti. Je suis un faux extraverti, parce que tu me connais un petit peu, mais en fait, je suis un faux extraverti. Je suis très introverti et je réfléchis beaucoup à plein de choses, etc. Donc, en fait, j'étais très mature par rapport aux jeunes de l'époque. Et donc, introverti, calme, très rigoureux. Et c'est vrai que j'ai eu cette prise de conscience très tôt de ce que je voulais faire. Et honnêtement, sans cette prise de conscience, par rapport au contexte de cette maison d'accueil et des personnes qui avaient autour de moi, honnêtement, j'aurais pu virer délinquant. En fait, tu vois, c'était vraiment à un moment donné, j'ai eu... Mais t'as eu un déclic, il y a eu un moment où je sais pas, une altercation ou un truc dont tu te souviens, tu t'es dit non, qu'est-ce qui se passe? Il y avait, typiquement, tu vois, je voulais faire les soldes avec un des gars avec qui j'étais à la maison d'accueil. Et en fait, lui, clairement, c'était un délinquant, parce qu'il allait souvent au poste de police, il se bagarrait tout le temps. Et moi, je voulais juste me balader tranquille. Et là, du coup, je savais que ça allait mal finir, parce qu'il allait il était très sanguin. Et du coup, il allait m'embrigader dans une baston de rue, en fait. Moi, j'étais là, je fais, mais non, j'ai pas envie, tu vois. Okay. Et je me suis dit qu'en fait, avec ce type de relation-là et le contexte dans lequel j'étais... Mais c'est bien de l'avoir assez tôt, parce que... je connais personne, mais il y a des gens qui n'ont pas cette conscience, cette prise de conscience du mais lui, il est pas bien, lui. Lui, il va me foutre dans la merde. Ah, mais là, clairement, je savais que ça allait arriver. Et donc, après ça, c'est là où je me suis demandé qu'est-ce que je veux faire de ma vie, quoi. Parce que ce qui est certain, je sais pas comment je vais y arriver, mais je voulais pas rester dans cette situation que je ne voulais pas. Voilà. Ok. Est-ce que tu avais des... pas des idoles, mais des personnes auxquelles tu voulais ressembler? J'en avais aucun. Ok. J'avais aucun repère dans ma vie. Rien à voir, mais tu vois, je pense à Batman. Oui. Qui perd ses parents. Oui. Et qui, en fait, il a le côté vengeur, tu vois. Si tu regardes dans ma décoration, c'est quelque chose... Oui, il y a un peu cet esprit-là. Mais je ne connaissais pas. Parce que du coup... des fois, je dis beaucoup en rigolant, tu vois, dès qu'on passait Noël, moi, je jouais avec une orange, etc. Mais sur le ton de l'humour. Mais il y a beaucoup de vrai là-dedans. Parce que du coup... on n'avait pas de moyens. Moi, tout ce qui est console de jeu, justement, j'écoutais un petit peu, tu sais, l'épisode que tu as... Avec Arnaud. Avec Arnaud.
Et c'est vrai que là, il dit, très jeune, il a réussi à avoir sa première console en tannant ses parents pour l'avoir. Mais moi, en fait, j'avais pas ça, tu vois. Ouais, ouais. Moi, ma première console, j'ai dû mettre des mois et des mois à économiser pour prendre la Xbox, la toute première Xbox. Donc, Ok. pour te dire, sur toute la génération de consoles, Ouais. c'est arrivé très, très tard. Il y avait déjà la 360 qui était sortie. Ouais, limite, tu Limite. vois. Et c'était celle que je pouvais me payer. Et j'étais fier, vraiment. J'étais là en mode. Mais par contre, tu vois, les gens, ils me parlent du rétro gaming et tout ça. Moi, le rétro gaming, pour moi, je l'ai connu, mais limite en étant adulte. Ouais, Il y a ouais. plein de choses que je découvre en étant adulte parce que j'avais pas la possibilité. Les comics, tous les films, etc. J'avais pas eu l'occasion en étant jeune de pouvoir les découvrir. Ouais, non, mais bien sûr. Ouais, non, mais donc c'est sûr. Donc pas de point de repère Ok. parce que du coup, j'en avais plus et j'avais pas de moyens. Le seul point de repère à la rigueur, c'était un des éducateurs que j'avais, Bernard. Je sais pas s'il va écouter ça, mais On l'embrasse. ouais, on l'embrasse, Oui, Bernard. dis ça. Et Tu penses qu'il est toujours là? je pense qu'il est un peu âgé maintenant. Mais, Ok. mais du coup, il a vraiment, il m'a inculqué pas mal de choses dans la vie. C'était un petit peu comme une figure paternelle Ouais, que ouais. je n'avais plus, tu vois. T'as jamais voulu le revoir, certaines personnes? On s'est revus dès que je suis revenu en France, il y a pas mal d'années. Et après, je pense qu'il a changé de numéro et puis on s'est perdu de vue. Mais Ok. on s'est revus une fois. Et T'es c'était- revenu en France, ça veut dire que t'es parti de France? Oui, oui, oui. Ok. Dès que j'ai voulu partir, commencer une nouvelle vie Ok. sur le nouveau continent. Ouais, on au en Canada. parlera plus tard. Il y a trop de trucs. Mais oui. Là, il faut faire attention, il faut me cadrer parce qu'il y a. Non, non, mais J'ai au eu contraire, c'est une vie, passionnant. assez diverse et variée. Ouais, bah de 9 à 35 ans, il s'en est passé des choses. Ouais, il s'est passé énormément de choses. Tu parles de tes frères et sœurs. Ouais. Ils sont ingénieurs maintenant? Non, je suis un petit peu le mouton noir dans la fratrie. Ok. Je suis le seul qui ait fait des études longues. Ok. Ils sont tous arrêtés très tôt. Je pense pas par choix, mais parce que ils n'ont pas eu les mêmes opportunités que moi, ou peut-être qu'ils ne les ont pas Déclenchées. saisies, ou peut-être pour plein de raisons. Et après, je me dis aussi, tu vois, moi j'ai eu l'aspect ingénierie parce que j'avais cet état de pensée, etc. Mais en soi, ça aurait pu être totalement autre chose. Mhm, Après, mhm. tu vois, par exemple, j'aurais voulu, et c'est ce que je dis souvent à mon ex-femme par rapport à Pierre, s'il veut être quelque chose, peu importe le métier qu'il choisit, il peut être maçon, il faut qu'il choisisse d'être le meilleur maçon, Ouais, qu'il ouais, veut ok. ou n'importe quoi. Enfin, peu importe le métier, Faut je qu'ils se pense donnent à que fond, quoi. se donner à fond. Et si tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas, pas de regret. Mais Ouais, ouais, vraiment ouais. se donner à 300% dans ce que tu entreprends, parce que c'est génial en fait. Tu Ouais, vois, ouais. enfin, il faut Puis y non, aller. mais t'as raison de dire de ne Ouais. pas avoir de regrets, quoi. Voilà, pas avoir de regrets, trouver des choses que tu aimes. Et moi, en fait, l'ingénierie, j'avais toujours plus ou moins aimé ça. Tu vois, je te parle d'ingénierie, mais c'était pas juste ingénierie à l'époque, c'était Ouais, la ouais. robotique. Ouais, ouais. Tu vois, c'était dans les livres, parce Mais que du coup, je c'est- lisais beaucoup. Et parce que en introverti que j'étais, je lisais du Jules Verne très tôt. Ok. Parce Est-ce que tu connais Michel Strogoff de Jules Verne? Oui. Ok. Ouais. Après, moi, Non, c'était non. plus 20 milieux sous les mers, Ok, mon ok, préféré. Me spoil pas la fin de il Michel. meurt. Je sais pas. comme à chaque fois. Oui, donc ils meurent tous. Oui, donc il y avait ça. Et à l'époque, je connaissais pas encore Asimov, mais Ok. tout ce qui était ingénierie avec Jules Verne, avec 20 milieux sous les mers, je trouvais ça, comme Jules Verne, c'est un écrivain qui est beaucoup dans la description. Oui. Moi, ça me Histoire- permettait ouais. vraiment de me faire des univers dans ma tête. Ouais, ouais. Je trouvais ça génial. Ouais, Et ouais. après, c'était l'essor un petit peu des nouvelles technologies et tout ça. Et je me suis dit, mais la robotique, ça a l'air super. Parce Donc que en du fait, coup, j'ai l'impression que tu as trouvé un moyen de t'évader de ta vie. ah ouais, c'est clairement enfin, ça. Hein. Oui, non, mais c'est vraiment un moyen d'évasion avec la lecture à l'époque. C'était vraiment un moyen d'évasion. Et puis, ça m'a permis aussi de me dire, en gros, qu'est-ce que je voulais faire. Bon, pas écrivain, évidemment, parce que c'est pas vraiment quelque chose dans lequel j'excelle, mais vraiment l'ingénierie, quelque chose de bon. Et puis, en toujours en parallèle, ce qui restait dans ma tête, c'était le côté officier dans l'armée. Ouais. Pour le côté plus rattachement, on va dire, aux racines que j'avais. Ouais. Parce que du coup, t'es parti du coup vers cette voie-là, vers le côté armée et militaire. Alors, j'ai du coup, fait... donc t'as 13 ans, tu te poses cette question existentielle. Je suis au collège, et là, je me dis, qu'est-ce qu'il faut pour avoir soit l'un, soit l'autre. Ok. Et en fait, dans les deux cas, que ce soit une école d'ingénieur ou que ce soit en Saint-Cyr, du coup, parce que moi, c'était l'armée de terre, parce que ma famille était plus dans l'armée de terre, et c'était prépa. Dans les deux cas, il fallait que je fasse prépa et une école soit d'un côté militaire, soit une école d'ingénieur. Ok. Et là, je me souviens, tu vois, rendez-vous avec la conseillère d'orientation, je lui donne mes choix. Et là, on est au collège. Hein, tu vois, enfin, c'est une personne qui veut aider. Et là, elle me dit, ah bon? Je dis, bah oui, je veux faire ça. Ok. Et
Et là, elle me sort un espèce de papier. Elle me dit, bah nous, on est là, tout en bas. Et toi, tu vas aller là. Donc, tu as au minimum encore 9 ans d'études. Ok. Et là, je me dis, 9 ans d'études. Je fais, mais flemme quand même. Mais J'ai c'est envie horrible. de. Mais pourquoi elle a dit ça? Mais non, mais pour que j'ai une vision claire, parce qu'elle Ouais, voyait ouais, que ouais, j'étais. ouais, ouais. Je savais ce que je voulais. Elle dit, bah 9 ans d'études, tu vas devoir faire ça. Puis après, donc finir ton collège, faire ton lycée, 2 ans de prépa, 3 ans d'école, peu importe le type d'école que tu veux faire. Et là, je fais, ah ouais, 9 ans. Je dis, mais ouais, flemme quand même. Et après, je rentre, maison d'accueil, je fais, non, pas flemme. Demain, tu vas te lever et tu vas bosser. Ok. Et tout le monde était là en train de faire le boxon parce que j'avais une chambre partagée à 4. Ok. Donc j'avais mon beau-frère qui lui faisait il était en pâtisserie. Ton beau-frère, Ouais, mon beau-frère, il était dans la vous même étiez chambre que coloc. moi. Ouais, on était coloc de chambre, on était 4. Ok. Et donc lui, il faisait de la pâtisserie. Donc il était en apprentissage. Il se levait à 4 heures du matin. Mais il se réveillait pas à 4 heures du matin, il devait. Donc moi, en fait, j'étais au collège comme ça. Et à chaque fois que je lui en parle, il rigole. Et il fait, ouais, heureusement que tu étais là. Donc c'est moi qui le réveillais. Parce que lui, il avait 15 000 réveils, mais il se réveillait pas. Donc moi, je me réveillais. Et t'entends les réveils des autres. Et moi, j'étais là. Réveille-toi, je veux dormir. Demain, j'ai cours. Et tous les matins. Et au bout d'un moment, j'ai dit, ouais, j'en peux plus. J'ai demandé aux éducateurs, mettez-moi en chambre isolée. Je sais qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, mais chambre seule, parce que là, j'ai sommeil. Et vraiment, j'avais des cernes et tout ça. Et du coup, ils m'ont dit, bah, pas de souci, dès qu'il y en a une qui se libère, t'es prioritaire, etc. Ok. Et là, je l'aime, mon beau-frère, hein, clairement. Mais là, je le détestais à l'époque. Je dis, mais je sais que tu m'as fait chier quand même pendant pas mal de temps à te réveiller et tout ça. Et donc, au collège, donc j'avais vu ça. Et t'étais bon élève, du coup? J'étais pas fou. Hein. Et tu te donnais à fond toujours? Ah, je me donnais à fond. Hein. Mais je pense que tu vois, il y a des moments, j'avais envie, mais j'étais pas vraiment bon dans ce que je faisais, mais je donnais mon maximum, tu vois. Vraiment, je pense que là où j'ai commencé à être bon, et on en parlera plus tard, c'est quand j'ai vraiment commencé la robotique, où là j'étais vraiment bon dans ce que je faisais, comme l'anglais, hein, tu vois. Et parce que tu aimais ça, peut-être? Parce que j'aimais ça. C'est souvent ce qu'on dit, quoi. Ouais. Et en fait, avant d'arriver en école d'ingénieur, parce que j'ai fait école d'ingénieur, on a spoilé un petit peu beaucoup d'étapes, mais du coup, j'étais pas très bon dans ce que je faisais. Okay. J'étais moyen. Ouais. Moi, j'étais moyen, j'étais là, j'étais content, je me donnais à fond. Mais ça allait. Hein. Ouais, d'accord. Mais au moins, tu as réussi à atteindre ce que tu voulais, quoi. Et là, ça, c'est fou, hein, parce que j'ai eu beaucoup d'échecs. En fait, si on résume ma vie... Beaucoup d'obstacles, quoi. Ouais, ma vie, ça a été une succession d'échecs. Ok. Et au final, d'échecs globaux. Hein, mais que toi, tu pensais échec? Je pense que j'ai... Ou est-ce que tu te disais que c'était un échec alors que pour Non, je pense que c'est des échecs. Okay. J'ai fait... je compte... En fait, mais c'est... Paradoxalement, même si j'ai que des échecs dans ma vie, si on les compte, hein, ma vie est un succès. Mmh. Parce que j'ai su rebondir, j'ai su aller de l'avant, et que je me suis dit toujours, c'est pas grave. Au bout d'un moment, t'y arrives pas. C'est ok de pas y arriver. Par contre, ça fait chier. Ouais, là, j'en parle avec un petit peu de... t'en parles à posteriori, etc. Ouais. Mais alors, dans les états où j'étais, où tu dis, mince, non, encore, et encore. Mais par contre, du coup, l'avantage, c'est qu'à chaque échec, tu sors grandi. Franchement, je dois faire au moins 4 mètres de haut. Mais c'est vraiment mes échecs, j'en sors, j'en rentre, quoi. C'est tout le temps. Mais tu t'es pas dit, il y a un marabout qui m'a mis la shkumun, là, ou... Bon, c'est peut-être trop sorcier, mais... Il y a des moments où vraiment je me suis dit, putain, et quand même, là où normalement j'en ai marre, quoi. Ouais, là, il faut quelque chose de bon dans ma vie, tu vois. Et en fait, tu dis, si, le bon, il est demain, en fait. Tu le vois pas. Et c'est pas parce que, tu vois, t'as un échec, des fois, t'as une vision étriquée de choses qui peuvent se passer dans ta vie, et tu vois pas le bon qu'il peut y avoir autour de toi, parce que c'est normal, tu subis un petit peu. Mais dès que ça s'éclaircit un peu, dès que ça va mieux, c'est génial. Après, je pense que tu prends la réussite à bras ouverts, quoi. Ouais, non, mais c'est ça. Qu'elle se présente. Et honnêtement, de tout ce qui a pu se passer dans ma vie, parce qu'il y a plein de trucs encore qui arrivent, au final, tu te rends compte que c'est des petits cailloux, dans le sens où ça te fait chier. Ouais. Certains plus gros, oui, certains évidemment, plus gros que d'autres. Mais c'est pas grave. Tu prends tout avec recul. Ouais. Alors peut-être tu auras un petit coup de mou d'une semaine, tu seras pas bien, ça te fait chier. C'est pas grave. Qu'est-ce qui est grave, du coup? Ce que tu choisis. Ouais, voilà. En fait, c'est là où tu jauges ce qui peut être acceptable ou non. Ouais. Il y a des fois, c'est ok de dire j'en peux plus. Mais c'est rarement arrivé dans ma vie. Mais il y a des fois où j'étais au bord de ma vie. Tu m'as rencontré lors de mon divorce. Et là, par contre, okay, là, vraiment, c'était très dur. Ouais. Parce que tu avais l'impression que ça se renouvelait? Pas que ça se renouvelait, mais que tu penses tu passes t'en avancer sortir, mais... et tu dis
Encore. Ouais. Mais c'est pas des trucs un peu anodins, tu vois. Là, c'est vraiment, tu penses vraiment avoir des choses beaucoup plus agréables dans ta vie. Puis voilà. Mais maintenant, je me dis, bah, c'est pas grave. Tu vois, parce que bah, y a d'autres personnes que tu rencontres dans ta vie, tu as d'autres choses qui se sont construites. Et sans ça, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Et je suis très heureux de là où je suis aujourd'hui, tu vois. Et est-ce que tu as rencontré des gens qui étaient un peu dans le même cas que toi et où tu t'es dit justement, eux, où tu relativises vachement par rapport à d'autres, tu vois? Ou est-ce que non, tu t'es fait ta propre idée, tu t'es dit, bon, ok, Alors, c'est pas grave, oui, j'encaisse. Il y a des moments, j'ai vu des gens et qui étaient dans le même cas que moi et que je voyais qu'ils n'arrivaient pas. Ok, ouais. Typiquement, lors de la maison d'accueil, il y avait c'était une galère sans nom. Tu avais tout le monde avec des histoires, etc. Et c'est vrai que tu essayes de les aider ou tu essayes de t'aider mutuellement, mais c'est vrai que ça, c'est un chemin que tu dois faire tout seul. Même si tu as des éducateurs qui sont là pour t'aider, etc. Choisir d'aller de l'avant, c'est un choix personnel. Donc, tu as beau avoir tous les moyens. Ouais. Si tu choisis, comme je te disais, soit je choisissais les études pour m'en sortir, parce que c'était un choix que j'avais décidé, soit j'allais dans être délinquant ou faire n'importe quoi, etc. Donc, ça, c'est une philosophie que j'aime bien, c'est il n'y a que toi qui peux t'en sortir, en fait. Donc, t'as beau avoir plein de gens qui te conseillent, qui te poussent. En fait, si toi, tu veux pas, tu le veux pas, en fait. Donc, tu restes là où t'es. Et... c'est à toi de faire les choix. Ouais, totalement. Mais même si ça va aussi, quoi. Ouais. Dans tous les cas, t'es maître de toi-même, donc tu peux compter que sur toi-même pour t'en sortir, quoi. Exactement. Mais même si des fois, il y a des choix que tu peux faire qui te font souffrir. Typiquement, je te parlais de mes choix professionnels. Donc, j'ai continué le collège. Ouais. Je me suis démerdé pour avoir un bon dossier pour être pris dans un lycée. Ok. Sur Nîmes, toujours, t'étais ? Ouais, sur Nîmes. Donc, j'ai fait un lycée technologique, parce que du coup, j'aimais bien l'ingénierie. Donc, c'était bien un lycée technologique, parce que j'avais pas envie de faire trop de maths et de physique, parce que ça me saoulait, clairement. Moi, je voulais quelque chose de tangible. De concret, ouais. Et je me suis battu pour avoir le meilleur dossier pour aller en préparation militaire. Prépa Saint-Cyr ? Alors, non, c'est des classes prépa militaires. Ok. Vraiment, j'en ai chié. Là, vraiment, donc j'étais élève moyen, etc. T'en as chié pour y parvenir ? Pour y parvenir. Pour y parvenir. Okay. Déjà, dans un premier temps. On va voir après. Pour y parvenir. Et donc, un dossier qui est très compliqué. Donc, tu vois, tu avais SPEMAT, etc. Je me souviens, j'avais 6 de moyenne en SPEMAT. Et commentaire du prof de spé, super élément, trop bien, bonne moyenne. Et moi, je fais 6 de moyenne. Mais le gars, il est très motivant. Okay. Il m'a fait une lettre de recommandation pour ma prépa. Je pense que, il a vraiment montré mon envie, etc. Donc, j'ai été accepté sur Aix-en-Provence. Il y avait plus de 400 dossiers et pas beaucoup de place. Tu vois, et j'ai fait partie de cela. Okay. Et là, je me suis dit, waouh, génial. Je voyais, tu vois, Saint-Cyr au loin. T'étais fier à ce moment-là ? Mais j'étais tellement fier de moi, tu vois. J'étais là, limite, tu fais le petit baise-main et tout. Tellement j'étais fier. Mais tu dois rester focus. Ah oui, non, parce que pour moi, c'est on lâche rien. Ouais, donc, c'est que le début d'une donc je continue. Et j'y vais et tout ça. Et là, je me retrouve avec ma première tenue, même si une tenue d'étudiant, tu vois. C'est pas un uniforme militaire, mais ça s'apparente quand même. T'as le lever du drapeau. Premier lever de drapeau, moi j'étais comme un fier, tu vois. Je pensais à mon père qui était militaire dans sa jeunesse. Et je me suis dit, regarde papa, je commence à y arriver, tu vois. J'étais très fier. Et en fait, non, ça s'est très mal passé. Parce que... à quel niveau ? Dès qu'on se lève à 6h du matin pour aller courir sur la Sainte-Victoire, et en fait tu cours, tu sais pas au bout d'un moment quand est-ce que tu vas revenir, tu vois le temps passer, tu dis adjudant-chef, il nous amène en Pologne en courant, tu dis bah non, je flemme, tu vois, donc j'étais très fatigué. Pareil pour la piscine. Mais parce que tu avais le côté rebelle qui sortait ? Non, parce que j'étais fatigué en fait. Okay. En fait, beaucoup de sport, j'étais pas... Tu vois, t'étais pas prêt. J'étais pas prêt à être... aussi fatigué. Déjà, une classe prépa, je pense que tu as fait pareil dans tes études. C'est fatigant parce que tu bosses beaucoup donc la journée, les cours. Tu bosses beaucoup après les cours. Tu dors des fois. Et en plus, tu as le sport. Et là, en plus, tu rajoutais je ne sais pas combien d'heures par jour de sport. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'étais très fatigué. Du coup, j'étais moins réceptif en cours. Ouais. Du coup, j'arrivais moins à prendre les cours le soir et à travailler. Du coup, j'étais moins bon en sport, mais j'étais encore plus fatigué. Et en fait, ça a été un cercle vicieux. Ok. Et j'ai tenu 3 mois. J'étais l'ombre de moi-même. Il y en avait qui avaient plus de coffres au niveau physique qui arrivaient à faire la balance. Et moi, en fait, j'ai juste abandonné. J'y arrivais plus. Ok, d'accord. J'étais en pleurs. J'appelle ma sœur. Je dis, j'y arrive pas. Elle me dit, comment ça, t'y arrives pas ? Je dis, je me suis battu pour ça. Mais physiquement, je ne tiens plus.
je n'arrive pas à prendre du plaisir à ce que je fais. Pourtant, tu vois, c'était vraiment l'étape intermédiaire pour arriver. Et là, je lui dis, écoute, ça me ressemble pas, mais je vais abandonner. Mon premier abandon, parce que je n'y arrivais pas. Et là, je me dis, non, t'abandonnes pas, tu te démerdes. T'as pas pu aller sur la royale pour faire officier, c'est pas grave. Tu fais autre chose, tu vas être ingénieur. Donc, tu vois un peu le choix de... T'avais le backup, quoi. Tu fais, bon... ouais, c'est pas si grave si j'arrête, quoi. Mais du coup, j'appelle la CPE de mon ancien lycée. J'étais en très bon terme parce que je faisais partie du CA et de... Je sais plus comment ça s'appelle. Bon, bref, je connaissais l'administration parce que je participais à la vie du lycée pendant des années. Okay. Et je lui dis, est-ce qu'on peut se voir? Là, ça se passe mal sur Aix et tout. Elle me dit, Steven, parce qu'à l'époque, j'étais Steven. Elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Je lui explique, en pleurs et tout. Elle me dit, non, mais viens. Il n'y a pas de souci. Tu rentres dans la prépa à Nîmes. Je lui fais, mais oui. Elle me fait, oui. De toute manière, tu as un bon niveau. Aucun souci pour toi. Tu as raté quoi? 4 mois? Ouais. Tu as un assez bon niveau pour rattraper rapidement ce qui te manque. Je me fais pas de souci pour toi. Tu es un bosseur. Ça dépendait pas que d'elle, non? Elle a joué énormément en ma faveur. Okay. Donc, du coup, je me suis retrouvé, 4 mois après, refaire une prépa. Non, au début, j'étais PCSI-PC, donc plutôt physique-chimie. PTSI-PT. Donc, les noms de prépa sont toujours assez drôles. Ouais. Mais du coup, c'était plus technologique, sciences industrielles que physique-chimie. Et donc là, du coup, je me suis dit, mince, j'ai quand même abandonné. J'ai réussi à avoir un backup. Je continue de me battre. Et j'ai fait... T'as fait les 2 années? Ouais, j'ai fait les 2 années. Ok. Mais... difficile? Ah, c'était dur. T'as ressenti comment la prépa? C'était... T'arrivais à trouver un équilibre entre faire la fête, entre guillemets, parce que t'es jeune, et travailler, et... T'avais un talent dans un truc pour... Non, je travaillais. En fait, parce que du coup, comme j'avais plus trop de ressources, donc à ce moment-là, les aides, puisque j'étais majeur, se sont arrêtées. Donc en fait, j'avais plus rien, quoi. Et comme j'avais une phobie administrative, parce que du coup, j'avais pas de parents derrière pour m'aider à comprendre ce qu'il fallait faire. Mais c'est terrible, ça. T'avais aucune aide? Et à ce moment-là, non, j'ai eu du mal, parce que du coup, il faut le demander. Il n'y a personne qui va être automatiquement pour toi. Donc là, j'étais là. J'ai été surveillant. J'ai été surveillant dans le lycée où j'étais en prépa. Ok. C'était assez drôle, parce que du coup, pareil, je dis, j'ai pas de thunes. Mais t'étais surveillant à quand? Hein? Quand t'étais surveillant? Quand j'étais en prépa. Mais comment tu trouvais le temps de... La nuit. En fait, du coup, je m'occupais des terminales, des premières. Pas tous les soirs, tu vois, parce qu'il fallait quand même que je bosse. Mais j'avais, je crois, 2 soirs où j'étais surveillant. Et puis après, j'ai réussi à avoir une aide aux jeunes majeurs, qui était un complément de salaire, enfin pas un salaire, mais de bourse, on va dire, qu'il fallait demander. Donc là, c'était assez compliqué, etc. Et c'était assez compliqué. Hein. Ok. Et la prépa s'est très mal passée. En fait, tes études se sont très mal passées j'ai pas de bout en bout. Quoi. J'ai pas de bons souvenirs. Hein. Comme je te dis, je faisais de mon mieux, mais après, quand t'es moyen et que tu dois vraiment te sortir les doigts pour sortir, vraiment, c'était compliqué. Hein. J'avais hâte de faire des trucs plus intéressants. Bon, déjà, t'as passé la première année, tu vois. Typiquement, je l'ai pas passé. Mais bon. Mais tu vois la complexité que c'était. Et deuxième année, donc j'ai fait la deuxième année. Les concours sont arrivés. Catastrophique. Mais catastrophique. En vrai, j'ai eu des écoles, tu vois, mais celles que je voulais... T'as fait 3,5 ou 5,5, pardon? Alors, j'ai pas redoublé ma deuxième année, donc j'ai pas fait 5,5. Mais en fait, je voulais faire 5,5. Mais en vrai, j'étais en dépression. J'en pouvais plus, j'avais envie... là, clairement, j'en avais marre. J'avais envie de vivre quelque chose et d'arrêter de tout le temps essayer de chercher quelque chose. J'avais envie vraiment de vivre, tu vois, de profiter de la vie. Et donc, je me retrouve avec des concours pas ouf. Clairement, après j'avais Mine Saint-Étienne qui venait d'être créée à l'époque, mais du coup tu pouvais l'avoir au début facilement parce que c'était pas la même renommée qu'aujourd'hui. Maintenant c'est une très bonne école, tu vois. Mais j'ai vu Saint-Étienne, donc les Stéphanois. Toi qui étais de Lyon. C'est ça, t'as une rivalité entre les anciens Lyonnais, enfin les Lyonnais et les Stéphanois. Et je me suis dit, c'est pas une bonne école, et puis c'est Saint-Étienne. Bon. Et l'école que je voulais, c'était une école d'électronique qui faisait aussi des spécialisations en robotique. Sur Paris, je l'ai pas eu. Dégoûté. Mais j'en ai eu. Je pensais que tu allais me dire. Bon, je suis allé sur Paris et attends, j'en ai eu une autre à peu près pareille que celle que je voulais. Bon, elle était privée, 7 000 € l'année. Ça fait chier. Et moi, je me suis dit, non, c'est pas raisonnable. Et comment tu vas la payer et tout ça? Et je me pose comme ça je me laisse un petit peu de réflexion en me disant, tu vas trouver une solution, tu as toujours trouvé des solutions, etc.
Je me suis dit, bah non, là, la solution d'avoir une école privée, pas possible. Tu redoubles et tu auras mieux l'année prochaine. Et là, je me revois tout ce que je devrais faire. Ouais, c'est horrible. Tous les cours à refaire, les examens à repasser, etc., Ouais. les concours. Je me suis dit, j'ai plus le mental. Là, clairement, j'en ai marre. J'ai envie d'aller de l'avant. Donc je me dis, bon, l'école a l'air bien. J'avais passé les oraux quand même là-bas. Ça avait l'air cool, franchement, dans le 15e arrondissement de Paris, que demandait le peuple, etc. Je me dis, est-ce que c'est faisable, pas faisable? Je dis, bon, je vais voir ma banquière à l'époque, tu vois. Et je lui dis, bon, bah, est-ce que c'est faisable? Elle me dit, oui, on peut vous faire un crédit étudiant. Par contre, on fait que la première année dans un premier temps, puis on renouvellera pour les autres années. Je lui dis, bah, bingo. Je dis, Faisons ça. C'est faisable. En plus, les crédits étudiants, tu peux attendre de travailler pour pouvoir le faire, etc. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, franchement. Tu rembourses que après? Ouais, que après. Donc je me dis, bah nickel. Ça fait que je serai étudiant, puis après ingénieur, j'aurai un bon salaire, entre guillemets. En étant famille d'ouvriers, bon salaire, Ouais. pour moi, c'était jackpot. Tu vois, je me dis, je vais rembourser, aucun souci. Et là, toujours phobie administrative, hein, j'ai pas fait mes demandes Crous. Mais bon Montpellierin qui se dit qu'il va trouver facilement un appartement sur Paris. Bah non, ça marche pas comme ça. T'as trouvé quoi, une chambre de bonne? Pire que ça. J'ai trouvé un appartement à Boissy-Saint-Léger, terminus du RER A. Je sais pas où c'est. Ouais, non, mais moi non plus. Moi, je me suis dit, sur le Bon Coin, c'est à côté. Ouais, c'était à plus d'1 heure de RER. Ah ouais. Je suis arrivé en école d'ingé, grève du RER A. Et pas de bol, hein, quand même. Du coup, il y a le télétravail, non? Mais non, mais c'était ouf. Et donc là, j'ai fait 1 mois où je me levais à 5h du matin, je revenais à 23h, le seul RER qu'il y avait, en fait, pour rentrer à la maison. Ouais. Bondé. Mais ouais, non, c'était l'enfer. Et j'ai dit, bah non. Du coup, j'ai lâché... C'était en quelle année, ça? C'était je crois que c'était 2009, 2010. Ah ouais, ok. Je perds un peu la mémoire sur les trucs qui ont été galères dans ma vie. Je fais une mémoire sélective, hein, clairement. J'ai les grandes lignes, mais tous les détails, Ouais. Truc sympa, c'est plus sympa. T'as quand même pas mal de détails. Ouais, mais il y a des trucs qui m'ont marqué, tu vois. Et en galère, là, je me souviens, je vais voir... tu parlais des personnes, tu sais, à un moment, qui ont marqué dans une vie. Donc, il y a mon éducateur, Bernard, qui m'a aidé énormément à me construire, malgré tout. Et il y a une assistante sociale du Crous qui m'a aidé. Ok. Parce que du coup, j'étais en PLS, parce que clairement, je lui ai dit... je lui ai expliqué ma situation, que c'était la merde, etc. Que j'avais pas de logement, que j'avais... pas fait la demande d'hébergement comme tout le monde, et que c'était en milieu d'année, et que c'était la merde, hein, clairement, j'étais en PLS. Il y a peu de personnes, tu vois, où je me livre, où je suis vraiment en pleurs parce que ça va pas. Je suis très dans la réserve. Ok. Parce que, globalement, comme j'ai toujours fait tout seul tout ce que j'ai fait, pour moi, il n'y a pas besoin que les autres le savent. Tu vois, tu peux le faire, voilà. Et il y a des fois où, du coup... c'est la merde. Mais c'est tellement la merde que du coup, t'as besoin de je lâche. Et donc là, j'ai lâché parce que j'ai dit, j'ai enfin une école d'ingé. Et je peux pas y aller parce que j'ai pas d'appartement ou c'est pas gérable comme ça. Et elle m'a réussi à me trouver une résidence Crous hyper rapidement. Et proche de ton école, du coup? Ouais, dans le 14e. Enfin, vraiment, elle m'aurait donné n'importe quoi. J'aurais dit oui. Ok. Que ça me change de ça, tu vois. Et grâce à elle, honnêtement, j'ai pu continuer mon école d'ingé. Ouais. Sinon, j'allais abandonner, quoi, clairement. Donc, ta première année... Catastrophique. Début difficile, mais même après, c'était compliqué. Ah, ça a été un enfer. Parce que souvent, les écoles d'ingé, après les prépas, on dit que c'est plutôt tranquille, quoi. Ouais, mais en fait, ce qui se passe... tranquille, du coup. Mais, non, mais moi, je bossais. Là, par contre, j'ai commencé à faire la fête, hein, je vais pas te mentir. D'accord. T'en as profité un peu, quoi. Un peu. Mais le problème, c'est que j'avais pas de thunes. Ok. J'avais les bourses qui payaient le logement, mais c'est tout. Ok. Et du coup, je me suis posé tous les jours la question de qu'est-ce que je vais manger. Mais c'est vrai, mais enfin, malheureusement, heureusement, quand on a nos parents, c'est souvent eux qui comblent les manques. Ouais. Et là, j'étais dans la merde. Donc en fait, même si j'avais l'échelon maximum, parce qu'il fallait un machin, tout ça, donc je devais avoir 420 € par mois. Okay. Le logement prenait quasiment tout. Ouais. En fait, tu te rends compte que c'est la merde. Et donc moi, principale préoccupation, c'était pas de est-ce que je vais réussir mes examens ou pas, parce que je savais que globalement j'allais m'en sortir, c'était intéressant, je commençais à être bon dans ce que je faisais, etc. C'était plutôt qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui. C'est dur, ça. Et aussi, qu'est-ce que je vais faire
pour faire croire aux autres que tout va bien. Parce que je voulais pas qu'ils aient ce côté, t'es en mode galérien. Empathique. Parce qu'en plus, mon école a été privée, d'accord. Mais t'avais des gars qui habitaient dans le 16e, t'avais des fils d'eux, machin, tout ça. Donc il y avait des moyens assez importants, tu vois. Et comme je voulais commencer à me faire des amis, parce que mine de rien, c'était compliqué. Mais peut-être que tu voulais pas montrer. Ouais. Enfin, tu voulais pas d'aide aussi. C'était pas plutôt... d'aide, mais pas de... qui te prennent par compassion. Exactement, parce que du coup, pareil, je voulais me faire moi-même. Alors, est-ce que c'est une question d'ego? Sûrement, mais je voulais quand même me débrouiller, parce que c'était comme ça que j'avais toujours fait, et que pour moi, il n'y avait pas d'autre solution, tu vois, d'avoir les gens qui t'aident ou quoi. Et c'est vrai que d'être avec une caste sociale assez élevée, puisque du coup, c'était, comme je te dis, c'était Paris, les gens avaient pas forcément les mêmes soucis que moi. Et du coup, moi, ma question, c'était qu'est-ce que je vais manger, etc. Donc, je savais que je prenais des pâtes, les steaks surgelés qui coûtaient pas cher. Et du coup, mon repas était pas très équilibré, tu vois. Ouais. Et donc, pour pouvoir manger, je travaillais aussi. Et donc, je faisais... alors, c'était génial parce que j'avais eu des opportunités de job assez fous. J'étais démonstrateur de télé 3D à la Fnac. De télé 3D, ça n'existe même plus. Il y en avait, écoute, à l'époque. Hein. Soit je faisais des démonstrateurs de... Mais c'était quoi? C'était comme les Nintendo DS, là, la semi 3D. C'était de profondeur plus. T'avais des lunettes et tout. Ah ouais, d'accord, ok. Alors, il y avait plusieurs technologies. Alors, je me souviens plus du pitch. Hein, parce t'avais les lunettes bleues et rouges, là? Non, c'était du polarisé à l'époque. Mais c'était des télés qui coûtaient hyper cher. Et du coup, en fait, je faisais pas de vente. Donc, j'avais pas de pourcentage de vente. Mais je vendais bien, mine de rien, à l'époque. Et t'imagines, moi qui suis introverti, je devais parler à des gens. C'était un enfer. Ouais. Mais du coup, je me dis, on fait ça. Parce que du coup, j'étais pas trop mauvais. Même, j'étais bon, tu vois, dans la vente, etc. Moi, je me souviens, en une soirée, j'avais réussi à vendre parce que je faisais des soirées aussi à Bourg... c'était quoi, Bourg-la-Reine, truc comme ça. Donc en gros, c'était hyper chiant à y aller à cette Fnac-là parce que j'avais été pas véhiculé, il fallait que je prenne le tram, que je marche 1 heure. J'arrive ici pour une soirée, en entendre dire que le retour était compliqué. J'avais fait 25 000 € de vente dans une soirée, sans pourcentage. Le gars à qui je donnais tout, il m'a juste fait une tape sur les potes. Je fais, mec, t'aurais pu au moins me donner un petit billet parce que j'étais quand même mis bien ce soir. Bref, donc c'était galère. Mais au moins, ça me permettait, tu vois, de pouvoir manger. Pas à ma faim, mais suffisamment. Et de pouvoir quand même avoir des soirées et de boire des bières, tu vois. J'ai quand même fait quelques soirées, mine de rien. Et ça a duré 3 ans, du coup? Ça a duré 1 an. Un an, un petit peu plus d'1 an, je crois, parce que lorsque j'étais en école d'ingé, c'est aussi une des raisons, ça je t'en ai pas parlé avant, pour lesquelles je choisis cette école, parce que je pouvais aller au Canada. Ok. Pour une spécialisation robotique, etc. Et je me suis dit, banco, nouveau monde, c'est comme l'American Dream, tu vois. Et je me suis dit, en vrai, t'as quand même pas mal de galères dans ta vie, repars à zéro, tu vois. Ouais, peut-être qu'ailleurs c'est mieux, quoi. Je sais pas. En tout cas, à l'époque, je me suis pas dit peut-être qu'ailleurs c'est mieux ou quoi, mais au moins, ça fait vraiment la notion d'un nouveau départ. Partir à l'étranger, dans tous les cas, ça sera intéressant. Et je me suis dit feu, tu vois. Et donc, du coup, en 3e année, j'ai fait ça, tu vois. Je suis parti là-bas. En 3e année d'école d'ingé? En 3e année, ouais. Donc en dernière année ou En dernière année, j'ai fait un échange de 2 ans, donc en double maîtrise. Ok. Parce que je trouvais ça cool de me spécialiser enfin en robotique, faire des choses sympas, avoir une nouvelle culture. T'es parti où? Au Québec? Ouais, au Québec, à Montréal. Ok. Et en fait, très compliqué, hein, parce que j'avais pas de moyens. Et j'aime bien me rajouter de la difficulté, tu vois. Donc, t'as réussi à payer un billet d'avion, c'est pas mal déjà. Ouais. Le plus dur était fait ensuite. C'était chaud. J'ai galéré tout le temps, en fait. Mais j'ai réussi. Okay. Clairement, j'ai réussi à y aller. On garde de bons souvenirs du Canada? Je pense que c'est les plus beaux souvenirs que j'ai pu avoir jusqu'à cette période-là. Okay. Parce qu'avant, c'était cool. Je me suis fait des amis en école d'ingé. Mais là-bas, tout est reparti à zéro. Je me suis vraiment redécouvert. On t'appelait toujours Steven, du coup, même là-bas? Non, là, c'est le début où, du coup, quand même, quand je suis arrivé, j'étais en grosse dépression. Okay. Et les premiers mois étaient compliqués parce que je me suis posé la question. Je me suis dit, ok, t'as réussi à avoir un dossier pour qu'il t'accepte dans une très bonne université, quand même, mine de rien. En double maîtrise, ce qui n'est pas juste un échange de 6 mois. Ça veut dire que tu vas avoir un autre diplôme en plus de ton diplôme d'ingé, etc. Et je me suis dit, mais en fait, t'es con, parce que t'as pas de moyens. Tu t'es demandé. En fait, tu réfléchis après. Ouais, mais j'avais envie d'y aller, mais je me suis dit, on verra. Je me suis toujours démerdé, je vais arriver. Du coup, j'ai trouvé un nouveau boulot
en plus de mon école, parce que du coup, rajoutons de la difficulté à l'apprentissage. Et j'ai été prof en secondaire. Ok. Alors, et du coup, c'était pour la robotique. Pour apprendre la robotique, il y a des jeunes en décrochage scolaire, troubles du comportement. Tous les troubles que tu peux trouver en secondaire, ils étaient dans ma classe. Ok. Tu vois, c'était cours du soir. Et du coup, ceux qui voulaient apprendre la robotique, je leur apprenais la robotique. Ok. Et j'ai jamais eu un boulot aussi épanouissant que ça. Est-ce que tu voyais un parallèle avec ton enfance? Ouais. Ok. Mais tellement. Parce que je me suis dit, et c'est là où je me suis dit, putain, quand même, c'est cool de donner, tu vois, cette fibre-là à des jeunes Ouais, qui le veulent. de Peut-être qu'il y en semer a une qui s'en graine foutent. et- Mais voilà, semer une graine. Et je me suis dit, tu vois, un peu comme Bernard qui m'a aidé à l'époque, Ouais, je me suis dit, je vais peut-être la graine de quelqu'un, de par mon expérience, même si elle n'était pas folle à l'époque, mais j'avais eu beaucoup de vécu, beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et je me suis dit, vraiment, ça va être cool. Je savais pas trop. En plus, je pouvais pas être payé de suite parce que du coup, j'étais ressortissant français et du coup, j'avais pas de permis de travail. Je me suis dit, là, il y a un boulot. Le deuxième jour où je suis allé à l'école d'ingé, le premier truc que j'ai fait, c'est trouver un boulot. Ok. Et t'avais déjà trouvé un appart et tout? Non. Ok. Ah non, j'avais pas d'appart. Tu dormais sous les ponts. J'ai dormi sur le canapé pendant 3 mois de potes que j'avais qui m'ont hébergé ok, le temps que je d'accord. trouve un appartement. Parce que forcément, j'avais pas de boulot, j'avais pas de caution, rien. Donc, Et il faut Oui. oser quand même. j'ai bien organisé mon départ Ouais, au ouais, Canada. Hein. Clairement, c'était pas mal. J'avais toujours pas d'assurance maladie hein, et j'en ai jamais eu pendant que j'y étais. Donc, heureusement que Ouais. j'étais en bonne santé, mais non, catastrophique. Ouais, je pense que c'est les steaks surgelés qui t'ont mis. Ah non, mais ouais, sûrement, mais Le j'étais système vraiment immunitaire était bien. pas très bien. ficelé, Ouais, quoi. mais clairement, ouais, j'ai un bon système immunitaire. Et du coup, je vais faire mon entretien. Et je dis bon bah voilà, moi j'ai pas de permis de travail, mais moi je fais de la robotique. Ça me paraît bien votre truc. Et j'explique un peu mon vécu et tout ça. Je dis bah je peux apporter quelque chose clairement. Et je dis par contre j'ai pas de permis de travail. Et le gars me regarde, il fait en vrai, t'inquiète, tu notes bien tes jours, tes heures travaillées. Ok. Quand t'as ton permis de travail. Ah, je sais pas s'il faut le dire, c'est pas très légal. Non, mais en gros, ils ont fait un truc rétroactif par rapport à ce que Ok. j'avais été payé. Ouais, c'est Je pas. pense que personne du Voilà. Canada va nous écouter ou de la France. Voilà, n'écoutez pas si le gouvernement canadien, je suis gentil, j'ai payé mes impôts, tout va bien. Je crois que j'en ai payé. Bah oui, payé à la source, donc c'est bon, Ouais. j'ai payé mes impôts. Et Ouais, je pense qu'ils t'auraient rattrapé. ouais, clairement. Et du coup, franchement, génial, tu vois. Donc ça fait que j'ai pu commencer à travailler sans être payé pendant 6 mois, donc c'était un peu chaud. Ok. Mais 2 ans. Ok. et donc ça pendant 2 ans, j'ai fait ça. Et c'était génial parce que j'avais un jeune, clairement, Yazid. S'il me parle, enfin s'il écoute maintenant, c'était génial ce jeune parce que tout le monde m'a dit putain, t'as Yazid dans ta classe, tu vas en chier. Ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. Et moi, je le vois arriver. Le gars, il faisait. Bon, j'exagère, j'ai un peu du sud, mais il faisait 1m80, il était comme as, il était en secondaire, donc ouais, il était équivalent de terminale, tu vois, mais c'était un bon bonhomme, tu vois. Et là, je le vois arriver comme ça. Et je dis, bah non, en fait, ça va. Le gars, il était sur la réserve au début. Je demandais ce que c'était, tout ça. Mais ça, c'est des gens de leur propre gré qui Ouais, sont venus. Donc, en c'était fait, sur la base du volontariat, etc. donc s'il est venu, c'est qu'il était intéressé, quoi. Ouais, mais On l'a pas je pense obligé à venir. qu'il avait envie de faire quelque chose, tu vois, Ouais. clairement. Et ouais, il était turbulent, il savait pas trop quoi faire, etc. Et en fait, ce jeune-là, au bout d'un an, il a été il a radicalement changé. Pourquoi? Parce que du coup, tu vois, il me demandait, mais toi, t'as fait quoi pour faire de la robotique? Donc je lui explique un petit peu mon parcours, ce que je faisais, que j'étais à l'ETS, donc l'École des technologies supérieures de Montréal, que je faisais telle et telle chose, etc. Je travaillais sur tel et tel robot. Il me dit, waouh. Et là, j'ai vu vraiment à un moment donné, il me regarde comme ça, mais ah ouais, ça a l'air intéressant. Je lui dis, ouais, mais là, tu vois ce qu'on va faire. Si t'arrêtes tes conneries, là, et de faire n'importe quoi, jeter des tournevis ou je sais pas quoi, enfin, il faisait vrai. Au début, tu vois, il s'en foutait, tu vois. Je lui dis, si t'arrêtes ça, et tu te concentres, moi, je vais te montrer les choses que je sais à ton niveau, et tu vas prendre du kiff. Il me fait, ah ouais? Je fais, ouais, fais-moi confiance, et ça va le faire. En 1 an, il a vraiment kiffé. Ok. Mais ça se sentait, tu Il vois. a changé. Il le disait pas, tu vois, mais ça Ouais. se voyait qu'il avait changé. Même les profs ont dit, tiens, Yazid, il a changé en cours, etc. Mais c'est comme je sais pas si t'as écouté l'épisode avec mon pote philosophe là. Non, je l'ai Et pas, en je fait, l'ai pas écouté, celui-là. pareil, je lui demandais, mais en fait, c'est pas frustrant pour toi d'essayer d'éduquer, enfin pas d'éduquer, mais d'enseigner quelque chose à Ouais. quelqu'un. Et en fait, il n'y a aucun retour, quoi. Soit le mec s'en fout, soit. Et il me disait que non, au contraire, justement, c'est entre le début d'année et la fin d'année,
même s'ils s'en foutaient, en fait, il y avait quand même une évolution de la pensée. Ou... Il y a ça, et je me dis, ce que j'ai vécu avec Yazid, je l'ai vécu aussi en thèse lorsque je donnais des cours en école d'ingé. Mais en fait, même si t'en as qu'un qui prend ce que tu as partagé, c'est un succès. Ouais. Et avec lui, vraiment, il a radicalement changé à tel point que tu vois, les cours étaient basés sur une compétition de robotique pour les jeunes. Ok. Donc un truc international, mais en vrai, c'était USA plus Mais Canada. c'était quand même... Ouais, c'était... Ouais, enfin, ils appelaient ça international, mais bon, c'était plus Nord-Amérique qu'autre chose. Ok. Mais bon, c'est la Ouais, mentalité là-bas, ouais. c'est l'international, mais non, il n'y a que 2 pays, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Dès que tu Ouais, comprends. si ça peut motiver les gens. Voilà. Mais bon, tu avais quand même les USA, le Canada, etc. Et donc, nous, notre équipe, en gros, tu avais des poules de compétition de robots. Voilà, c'était ça le but. C'était quoi? C'était un peu dans l'octogone, là? Non, des robots tueurs non, des autres c'était... robots? En fait, tu avais des robots qui avaient des tâches à effectuer. Tu avais 6 semaines ok. de construction. Tout le monde avait le même matériel au début. Et après, en fonction du cahier des charges, donc généralement, une des années où on avait, c'était ils devaient lancer des frisbees dans un cadre. Et suivant là où tu le donnais, eh ben, ça donnait des points. Et tu avais une phase autonome où tu devais programmer ton robot, t'appuyais sur play, et il faisait des choses et tu marquais plus de points. Et puis après, tu avais de la téléopération, donc Ok. tu avais un joystick. Ouais, donc c'était vraiment de la robotique telle qu'on la connaît, donc du soft, du hard. Exactement. l'automatisme Mais et tout, avec quoi. des jeunes de 14 à 18 ans, tu vois. Et donc, moi, je devais, pendant toute l'année, leur apprendre à couper des pièces de métal, à boulonner, à faire de la programmation, Mhm. à réfléchir le comportement. Tu avais plein de choses. Et du coup, je devais adapter ma pédagogie en fonction du niveau. Donc, tu avais les plus vieux qui comprenaient plus, les plus jeunes qui étaient juste contents et qui voulaient y arriver petit Ouais, à ouais. petit. Et chacun avait son rôle, tu vois. Et donc, tu avais ces phases de poule. Donc, tu avais toute l'année où je faisais l'apprentissage. Après, tu avais 6 semaines de construction et la compétition. Et Ok. ceux qui gagnaient la compétition à Montréal ou qui étaient avec des prix, etc., pouvaient aller à Saint-Louis pour la finale. Ok. Et là, tu avais la finale de tous les États-Unis, Donc là, et tous c'était ceux qui étaient vraiment- invités. C'était vraiment mondial, là. Ah, c'est un truc fou, tu vois. Et tout le monde leur dit, bah, si on gagne, on pourra aller à Saint-Louis, Ouais, ouais. etc. On a perdu. Oh, clairement, on a perdu. Hein. Même. Le Yazid. Ah non, mais ils ont donné tout ce qu'il y avait, mais le robot n'était pas fou. Et moi, Parce je que voulais les pas autres faire à étaient leur vraiment... place. Les autres robots étaient vraiment meilleurs ou Ouais, clairement. ok. Mais après, il y a toujours des personnes comme moi qui mettaient plus la main à la pâte. Bah, c'était soit des roboticiens, soit des gars qui étaient très bons techniquement, qui mettaient plus la main. Moi, ça avait aucun Après, qu'est-ce que intérêt. tu cherchais, quoi? Moi, je Est-ce que cherchais tu cherchais à leur apprendre quelque chose et Voilà. à les motiver. de Mais choc? c'est vrai que, bon, après, tu vois, dès qu'il y avait vraiment un truc qui marchait pas, je les aidais plus, tu vois, pour Ouais, leur ouais. dire, allez, c'est bon, c'est très bien, vous étiez à 99%, je fais le dernier pourcent pour que ça fonctionne, et puis voilà. Tu recodais tout. Non, mais ils faisaient vraiment des trucs bons, Ok, tu ok, vois, mais d'accord. c'était pas suffisant par rapport aux autres. Donc, Ouais. bon, Ouais, c'est comme ça ça. a pas marché. Bon, c'est pas grave. Par contre, la deuxième année, tu vois, Yazid, il avait tellement été bon et même il était pédagogue par rapport aux plus jeunes. Ok. Avant, il s'en battait les couilles. Ouais, ouais. Clairement, c'était pour sa gueule, etc. Et après, C'était un peu le nounours. Hein. ouais. Et non, mais il était très, il se concentrait sur lui-même. Et Ok. la deuxième année, il s'est ouvert sur les autres. Ok. Et c'est là où tu vois, j'ai vraiment vu sa progression d'esprit, où je voyais, etc. Et en fait, moi, j'ai dit, bah, Yazid, franchement, Bien, quoi. c'est génial ce que tu as fait. Et j'en parle avec une des profs avec qui j'étais. Je lui dis, bah, Caroline, moi, j'ai envie de féliciter Yazid pour tous ses efforts. Je dis, il y a un prix qui existe. On peut faire un dossier avec une bourse. Et en plus de ça, la personne qui gagne ce prix peut aller à Saint-Louis. Je dis, qu'est-ce que t'en penses? Je fais la demande de bourse. Elle me fait, bah ouais, carrément. Moi, je me dis, dans tous les cas, même s'il l'a pas, je lui dis pas. Mais s'il Oui. l'a, ça va être vraiment un coup de pied au cul pour le remercier, enfin pas pour le remercier, mais pour qu'il prenne conscience de ses efforts, que c'est remarqué. Parce qu'avant, tu vois, il était vraiment en arrière, etc. Et là, je me dis, ça peut vraiment lui faire... On voit ce que tu fais et c'est pas rien. Tu vois. Donc, je fais la demande de bourse, je fais ça de côté. Pendant ce temps-là, je fais mes études, etc. Et compliqué les études. Hein. Oh là. Pendant 2 ans. Ouais, il fallait que j'écrive un mémoire, etc. Ouais. Mais c'était la fin. C'était la fin. Ah non, après, t'es parti en thèse. Alors non, parce que j'ai foiré ma maîtrise. Bon, alors vas-y, continue. On en parle après. Ouais, mais en tout cas, en fait, je pense que j'ai plus de réussite envers les autres qu'envers moi-même, ce qui est assez fou. Et je reçois un mail à un moment donné. Bonjour, Monsieur Ferrer, on a bien reçu votre demande de bourse. On a l'honneur de vous informer que Yazid a reçu la bourse.
Moi, bah non, c'est une connerie, ça. Je dis, il y a je sais pas combien d'enfants Demande. entre les US et le Canada pourquoi lui? Et, et là, le mail, il était signé de l'inventeur du Segway. Ok. Mais parce que, non, mais c'est un méga entrepreneur, etc. Et Le Segway, c'est tu sais, le truc à 2 roues, là. le truc à 2 Où roues. tu, Et en fait, tu avances, tu recules. ouais, c'est un méga entrepreneur. Et lui, en fait, c'est lui qui a créé cette compétition. Ok. Et c'est lui qui m'envoie le mail, tout ça. Bah, on a vu la demande, etc. On a été touché par ça, etc. Il a la bourse. Je le relis 2 fois. Je lui dis, non, c'est une connerie, quoi. Et je vais voir Caroline, la prof avec qui je bossais. Je fais, attends, t'es sûr que c'est bien ça? Elle fait, ouais, ouais. Et là, je fais, bon. Et là, je vais voir Yazid. Je dis, bah, Yazid, écoute, j'ai une bonne nouvelle à Mais t'annoncer. il le savait pas. Il le savait pas que j'avais fait la demande parce que je voulais pas te donner de faux espoirs, tu vois. Et je lui dis, bah, Yazid, écoute, j'ai bien vu tes progrès par rapport à ton comportement, par rapport à ton apprentissage et tout ça. Et, tu sais qu'on a perdu la compétition. Il fait, ouais, carrément. Je dis, bon, on peut pas aller à Saint-Louis. Bah non, évidemment, c'est ceux qui ont gagné. Je dis, bah écoute, moi j'ai fait une demande de bourse. Il la connaissait, c'était la bourse. Et je lui dis, bah écoute, j'ai fait une demande en ton nom et tu l'as eu. Et il me regarde, il fait, quoi? Je fais, t'as eu la bourse. Attends, Donc, mais, tu vas avoir une bourse. la bourse, on est d'accord, c'est de l'argent. Il y avait de l'argent. Et je dis, en plus de ça, tu vas aller voir la compétition à Saint-Louis. Et il me regarde, il fait, quoi? Tu on va aux États-Unis. Là, on y va là. Donc, je vais gérer ça avec tes parents, etc. Tu vas aller à Saint-Louis. Ah ouais, putain, t'as même pas prévenu ses parents, quoi. Non, 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 parce que c'était en. Bah non, parce que je savais pas, tu vois. Mais après, je les ai prévenus, évidemment. Oui. Et là, je me reviens, il a les larmes aux yeux. Et il me fait un méga câlin. Ah ouais. T'es plus grand que moi, le bonhomme, tu vois. Et un peu intimidant, ouais. tu vois. Ça fait un bon quart de mêlée, tu vois, mais un bon grand quart de mêlée. Et là, c'est la première fois, tu vois, depuis tout le temps, tu vois, il me fait un câlin et tout ça. Et il était tellement ému. Et tu vois, dans l'aspect pédagogique, pour réouvrir le truc, mais cette expérience de vie, pour moi, elle a été très marquante. Parce que c'est là où je me suis dit, en vrai, ça peut être cool de donner, de partager aux autres via le côté pédagogique, tu vois. Et t'as jamais voulu Si. être prof ou Si. Bon, prof, c'est un peu. Bah là, je me suis dit, simple, en vrai, je vais terminer mon double diplôme, recevoir mon diplôme d'ingé, et puis après, je verrai ce qui va se passer, tu vois. Et j'aimerais bien voir pour être prof. Tellement de choses à raconter, mais donc ma maîtrise se passe mal parce que j'arrive pas à écrire. Attends, ta maîtrise, c'est juste ton mémoire de troisième année d'école d'ingé? Alors, l'école d'ingé, il fallait juste faire le nombre de crédits ECTS, etc. Donc là, mon diplôme était sécurisé. Ok. Mais du coup, pour avoir le diplôme canadien, il fallait que je fasse une maîtrise. D'accord, Enfin, ok. il fallait que je fasse un écrit sur la robotique, etc. Et, T'avais pas envie? bah non, tu sais, moi, l'écriture, c'est pas mon truc. ok. Moi, je suis plus dans l'action, etc. Ok. Je sais pas pourquoi je fais ce genre de choix, mais je me dis, bon, pourquoi pas. Et au final, Ça t'aurait servi à quoi? à avoir un autre diplôme, tu vois. Ouais, voilà. Bah, non, mais en vrai, c'était le bonus, tu vois. Oui. Je me dis, pourquoi pas. Sauf que j'y arrive pas. Et là, malheureusement, j'arrive vraiment à un point de non-retour financier. Je galère. Clairement, j'en parle à ma famille. Je dis, bah, j'ai vraiment pas assez de thunes, c'est compliqué, machin, tout ça. Et pareil, mon coloc de l'époque m'aide pour pouvoir manger, il est assuré. Mais là, je commençais vraiment à avoir du mal. Parce qu'en fait, tu sais, je t'avais parlé du crédit étudiant. Bon, Il est toujours pas venu? long story short. Du coup, ma banque, à l'époque, qui m'avait fait la première année, Ah oui. elle a jamais voulu me faire la deuxième année. Ok. Bah non, donc c'était la merde. Donc sur Paris, du coup, comme tu as beaucoup de partenariats avec des banques, etc., il y a une banque qui a bien voulu racheter mon crédit, me donner le crédit sur 3 ans. Ok. Et moi, le truc de après tes études, moi je pensais que ça incluait mon double diplôme. Ah non, non, non. Il est tombé d'un coup. Il est tombé pendant ma deuxième année à Montréal. Ah ouais. Donc là, j'en ai chié, tu vois. Je me suis dit, putain, c'est l'enfer. Je dis, bon, bah, j'ai pas fini mon mémoire. Là, je devais rembourser 600 balles par mois. Enfin, c'était un enfer, tu vois. Mais que ce soit au Canada ou en France, tu devais rembourser 600 balles par mois. Oui, mais moi, j'avais pas compris ça à l'époque. J'avais pas lu les petites lignes de. Et du coup, c'est à l'instant T, plus 3 ans. C'était oui, pas d'accord. plus tant que tu continues tes études. Ok, Moi, j'avais pas compris ça, tu vois. Pas l'habitude des documents. Encore une fois, c'était complexe. Et aussi, à ce moment-là, il y avait ma grand-mère qui commençait à aller pas bien au niveau. Tu disais, ils au étaient niveau repartis en Algérie? Non, bah non. Je pense bien, Ok. ça aurait été compliqué. Non, ils sont partis.
Ils étaient toujours sur Nîmes. Bah, du côté Enfin, des Gueux-Mortes. ouais, Mais ouais, ouais, enfin. non, ils pouvaient pas retourner en Algérie, hein. Leur dernier souvenir, c'était ils se défendaient à coups de grenade, donc Ok, non, ça a d'accord. été, ça a été pas une solution pour eux. Mais du coup, elle était toujours du côté des Gueux-Mortes et du coup, son état de santé a empiré. Donc je me suis dit, vraiment, même si j'arrive à résoudre le problème financier, j'ai pas envie qu'elle parte et que je sois pas capable d'y retourner. Donc je me suis dit, bon, là, en vrai, j'ai mon diplôme d'ingé. Bon, pas en papier, parce que j'avais pas fait la cérémonie, parce que j'étais au Canada. J'avais pas envie de payer un aller-retour. Tu vois, Juste pour un papier, ouais. voilà, je me suis dit, il vaut mieux manger plutôt que prendre l'avion. T'es malin quand même. Ouais, enfin, pas tout le temps. Pas tout le temps dans mes choix, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. Et donc, je rentrais en France Ok. à ce moment-là, ce qui est dommage, parce que du coup, bah, j'avais quand même une vie qui était assez bien posée au Canada. Des J'avais- nouvelles de Yazid? alors, Yazid, entre-temps, du coup, depuis que je suis rentré en France, Il s'appelle Elon Musk maintenant, ouais. non, mais il a fait un cégep, donc qui est équivalent, on va dire, d'école prépa. Ok, Donc, il a continué les études pour aller à l'ETS, là où j'étais. ok. Donc là, c'était aux dernières nouvelles, c'était son plan, c'était d'aller à l'ETS pour faire de la robotique, etc. Mais c'était récemment là? C'était. Non, enfin, non, c'était il y a quelques années. Je ne l'ai d'accord, pas ok, pris ok. récemment, mais bon, après, bon, on regarde, on prend pas trop de Non, nouvelles non, non non, plus, non. mais Non, bah, avec les en réseaux tout cas, je sociaux et sais tout, qu'en tout cas, il est parti dans cette voie-là et qu'il voulait faire c'est de la chouette, ça. robotique. Donc maintenant, De se dire que t'as été peut-être un levier. peut-être. Mais en tout cas, je suis fier de lui Ouais, ouais. par rapport à ça. Et puis, si ça s'est arrêté, c'est pas grave. Au moins, c'est cool, quoi. Et, euh, et donc, je suis rentré en France. Et je me suis dit, au moins, je me rapproche de ma famille. Mais moi, je voulais faire une thèse. Mais pourquoi? Mais alors, Mais pourquoi pourquoi tu veux continuer les études? Alors- Au bout d'un moment, il faut travailler là. Non, mais je sais. Ah, parce Mais, qu'il y avait alors- le côté pédagogique que tu recherchais. Alors, il y avait l'aspect pédagogique, mais il y avait aussi, en fait, mon meilleur ami de l'époque, lorsque j'étais en école, en lycée, Ouais. qui voulait être prof de maths. C'est le seul mec chelou que j'ai rencontré dans ma vie. En plus, c'était un fêtard. Il aimait le Ricard. Enfin, on se prenait des cuites au Ricard au lycée. Enfin, c'était fou. Et lui, il y en a qui veulent dire, ah bah tiens, je vais être médecin, je vais être ça. Et toi, tu veux faire quoi? Prof de maths. C'est le seul prof de maths qui voulait être prof de maths. Ouais, enfin non, je suis sûr qu'il y a des profs de maths, mais ce que je veux dire, aussitôt, tu vois, après tu peux aimer les maths et au bout de te dire, bah tiens, je vais faire une agrégation, être prof Ouais. de maths, etc. Lui, en première, entre deux Ricards, il me dit, je vais être prof de maths. Je rigole. Et non, il voulait être prof de maths, il aimait les maths au point de se dire, je vais être ça. Malheureusement, il a eu un accident de voiture, il est parti. Et oui, j'ai de la chance. Hein. Non, mais vraiment, il a pas eu de chance. Ah bah, Il y a eu des personnes qui ne savaient pas que boire ou conduire, il faut choisir. Et malheureusement, la Ouais. personne n'a pas fait le choix et lui est rentré dedans et il n'a pas survécu. ah bah, en plus, c'est même pas de sa faute, quoi. Non, c'est pas de sa faute. Ah ouais, hein. Lui, non. Il avait rien demandé, quoi. Même si on aimait le Ricard, il prenait pas le volant. Ouais, d'accord. Il avait rien demandé, etc. Et je me suis dit, bah, en vrai, tu voulais être docteur. Bon, moi, j'aime pas les maths. Hein. Tu sais, je lui parlais à cette époque. Je dis, j'aime pas les maths. Mais ouais, je vais faire mon maximum. Puis je vais voir si j'arrive à être docteur, tu vois. Docteur en ingénierie, pourquoi pas. Donc j'avais fait la maîtrise, je me dis c'est cool. Bon, j'avais pas réussi à faire mon mémoire, mais j'étais quand même ingé. Je me dis, bon, je vais avoir une thèse. Il y a des moyens de faire des thèses sur des trucs hyper techniques, hyper intéressants. T'as trouvé facilement? Non. Non, parce que je voulais quelque chose qui soit bien payé, un minimum, quoi. Ouais, je voulais pas galérer, parce que oui, Ouais, faire ouais. une thèse, mais je voulais faire une thèse CIFRE ou des Et choses t'as comme jamais ça. recherché ce côté monétaire du travail, quoi? Si. Parce Bah que avec si, toutes les galères que t'as eues, bah tu oui, pourrais mais- te dire, bon, au bout d'un moment, c'est bon, j'ai envie de travailler pour gagner ma vie, pour Ouais. m'en sortir, pour. Mais avant, c'était des jobs étudiants. Ça veut dire que je pouvais pas être à temps plein, parce que j'étais toujours aux études. Et Mais tu vois, tu t'es relancé dans une thèse, mais t'aurais pu dire, bon, bah là, je travaille, quoi. en fait, je suis revenu en France et j'ai eu un job. Ok. J'ai été ingé de recherche, en gros, sur des dispositifs médicaux, puisque avant, on n'a pas parlé, mais à Montréal, j'étais sur de la robotique médicale Ok. pour certains sujets. Et ça m'a passionné d'être au contact de patients, etc., de voir comment la robotique peut les aider, etc. Ça m'a vraiment donné envie. Donc j'ai cherché plutôt un boulot dans le domaine médical. Et donc j'ai été sur l'île, parce que du coup j'aime bien Et voyager. donc, c'était un boulot thèse? Non, Ça regroupait la c'était un thèse, ou- CDD. Un CDD d'un an, Ok. où j'étais en partenariat avec des Anglais. Ok. Donc je faisais l'aller-retour toutes les semaines entre Angleterre et la France. Et en ayant eu ce contexte international, je me suis dit franchement, moi ça me dérange pas, quoi. Et puis j'avais pas de famille, tout ça, feu. Et donc du coup j'ai commencé mon premier boulot, il a un premier salaire. J'étais là, je fais, oh, enfin.
j'ai envie de prendre un gros morceau de viande, je prends un gros morceau de viande. Et t'as pu rembourser la banque? Ouais, là, c'est là où j'ai commencé à rembourser. Je remboursais déjà à Montréal, sauf qu'à Montréal, Ouais, mais ça commençait à être la galère. c'était compliqué. Et là, dès que je suis revenu en France, j'ai commencé à avoir un peu plus de marge de manœuvre au niveau alimentaire. Parce que du coup, moi, mon critère, c'était manger à ma faim. Clairement, tu vois, même en premier job, c'était manger à ma faim. Et le job, hyper intéressant. Et moi, je me suis dit, ok, c'est cool, temporaire. Pendant que j'ai ces CDD, moi, je veux faire une thèse. Parce que j'ai envie de... Tu sais, j'avais cette passion robotique. J'avais envie d'aller plus loin, d'avoir des trucs hyper cool. Donc, je me suis dit, pendant que j'ai ça, je continue de chercher une thèse, tu vois. Donc, ce que je faisais, entre-temps, j'ai fait la rencontre de mon ex-femme. Bon, le nom spoil un petit peu ce qui s'est passé, mais j'ai fait la rencontre de mon ex-femme. Et donc, je suis revenu dans le sud. À la fin de CDD, je suis revenu dans le sud et chômage, puisque du coup, j'avais pas trouvé pendant les 1 an une thèse. Donc, j'espérais pouvoir trouver une thèse au LIRM, qui est un laboratoire de recherche sur Montpellier. Sauf que malheureusement, c'était la période, tu sais, où il y a eu des changements de budget entre les régions, etc. Donc, en fait, j'avais eu un quart de financement. Puis après, des montages pour avoir un demi-financement, etc. Mais jamais de financement entier. Okay. Donc, j'ai attendu pas mal de mois, malheureusement. Et tu faisais quoi pendant ce temps? Tu bossais ou... J'étais au chômage. Ok. Chômage, et je me dis, je continue de chercher d'autres alternatives. Et au bout d'un moment, il y a eu un... il y a eu une offre de thèse aux mines de Nantes. Okay. Hyper intéressant. Robotique sous-marine, intégration de capteurs, loi de commande, etc. Je dis, c'est parfait, c'est exactement mon domaine. Faire les lois de commande robotiques et intégrer des capteurs, c'est ce que je faisais depuis des années. Puisque du coup, à Montréal, c'est ce que je faisais. Sur l'île, c'est ce que je faisais. Je me dis, parfait. Et, donc, te voilà parti à Nantes. Me voilà parti à Nantes. Malheureusement, ça n'a pas super fonctionné d'un point de vue sentimental, puisque du coup... je suis parti seul et je faisais les allers-retours toutes les semaines. Difficile, ouais. Autant te dire, tu vois, il y a toujours un petit truc, tu as un plan et puis tu as les accros. Tu vois, par exemple, quand je suis parti à Montréal, il y avait eu ça. Quand je suis parti à Nantes, il y avait eu le côté où, du coup, les allers-retours toutes les semaines, etc. Parce que, du coup, pourquoi pas rajouter de la difficulté sur une thèse qui est assez complexe. Moi, c'était celle-ci. Ça a duré 3 ans, du coup? Ça a duré. Tu as terminé ta thèse? J'ai pas terminé ma thèse. C'était un nouvel échec. C'est fou, hein. Tu vois, quand je te dis ma vie est un échec, mais en même temps, c'est plein de réussites parce que j'ai réussi à faire plein de choses. Et c'était assez fou. En fait, t'as plein d'expériences. Ouais. C'est juste que t'as pas le truc j'ai pas que tu peux dire que tu... C'est ça. Et pourtant, j'étais pas loin, tu vois. À 6 mois, j'étais en train de rédiger ma thèse, mon directeur de recherche. Si tu m'écoutes, salut. Mais bon, j'espère que tu m'écoutes pas, parce que j'ai pas envie. Il y a des personnes, tu vois, qui te poussent en avant et il y a des personnes qui te tirent en arrière. Okay. Cette personne-là m'a beaucoup tiré en arrière. Okay. Et elle n'était pas d'un point de vue pédagogique. Mais je comprends pas ces gens. Enfin, pourquoi ils prennent quelqu'un en thèse si c'est pour ne pas le pousser? C'est une grande question, hein, parce que du coup, il y a quand même terrible, la notion, tu vois, d'accompagnement. Ou alors on lui avait imposé. Non, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup d'ego dans ce domaine-là et on en parlera juste après sur le côté pourquoi je ne suis pas prof aujourd'hui, mis à part l'échec. Mais il y a aussi une réflexion personnelle. Il y a beaucoup de thésards, donc des personnes qui font des thèses, qui se retrouvent en difficulté, non pas technique, mais d'encadrement. Parce qu'en fait, sûrement des personnes qui sont encadrants de thésards, etc., qui écoutent peut-être ce podcast. Toujours est-il que ce n'est pas parce qu'on encadre qu'on est pédagogue. Et on a beau être très bon dans un domaine, on peut être professeur. Il y a beaucoup de professeurs qui ne savent pas enseyer, qui ne savent pas donner leurs connaissances. Et c'est pas grave. Par contre, au bout d'un moment, il faut arrêter les frais. Parce qu'il y a des personnes en face. Et, qui attendent quelque chose, surtout. Qui attendent ou qui, de moins, ne sont pas de la merde, dans le sens où on n'est pas... on est un être humain. On a le droit d'être traité comme un être humain. Qu'on n'est pas vraiment... Enfin, moi, j'ai eu des altérations, mais hallucinantes, que tu ne vois pas dans le monde professionnel. Ou si tu vois dans le monde professionnel, faut que tu te casses, ça part au prud'homme. Non, à ce point-là. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas acceptables. Même à une personne que tu n'aimes pas, tu ne te permets pas dans le monde professionnel d'avoir ce genre d'interaction. Donc, très dur de par les allers-retours, très dur d'un point de vue pédagogique. Pas avec tout le monde, fort heureusement, il y a des personnes qui étaient très bonnes, etc., et qui tempéraient certaines réactions. Toujours est-il qu'au moment de la rédaction, dans les derniers 6 mois où j'étais en train d'écrire, on a eu un désaccord, on va dire, sur le fond technique.
où j'ai dû refaire beaucoup de choses, des essais, et où j'annonce que je ne vais pas pouvoir écrire si je dois refaire tous les essais que j'ai déjà fait avant et auxquels il était déjà au courant depuis pas mal de temps. Mais non, ça va le faire, etc. Donc je fais ce qu'il me demande, puisque du coup, hiérarchiquement parlant, je devais le faire. Sauf que arrive le dernier jour où j'ai mon contrat. Je dis, écoute, je dois y aller. Comment ça, tu dois y aller? C'est mon dernier jour aujourd'hui de mon contrat. Je rentre chez moi, en fait, parce que entre-temps, j'ai eu mon enfant. Ok. Et donc, j'ai eu mon fils pendant ma thèse. Et là, aujourd'hui, je peux pas continuer parce que il faut quand même que je travaille. À moins que tu me proposes un autre financement. Là, je pars. Et je t'avais annoncé que ça, il y a 6 mois, et tu m'as pas écouté, mais je dois y aller. Ouais, mais c'est dommage pour toi aussi. C'est dommage pour moi, mais... Est-ce que lui, il est... Oui, bon, je pense que... non Je sais pas, je vais pas parler en son nom. Je parlerai juste sur ce que j'ai vécu, sur mon ressenti, mais pas sur ce qu'il a pu ressentir ou penser. Néanmoins, moi, je suis revenu sur Montpellier. Et je me suis dit, à mon autre encadrant, je dis, bon, je vais me démerder, je vais continuer à écrire. Mais là, il faut clairement que je travaille. Parce que mais tu pouvais quand même terminer ta thèse à distance, oui, en fait, à partir du moment où les essais, tout ce qui nécessitait un banc expérimental, tu peux le faire à distance. C'est l'écriture. Donc en gros, il te faut juste du temps, du talent pour écrire, j'en sais rien. Et donc, donc je me suis dit, le plan initial, c'était je rentre, je trouve un travail et le soir, je fais ma thèse. En parallèle, je fais mon truc. C'est ça. Donc c'est là où on a commencé à se rencontrer, puisque c'est là où je suis rentré à Zimmer. Ah d'accord, ok. C'était après ma thèse. Ok. Et donc super, moi je suis content parce que MedTech, j'en avais entendu parler depuis des années. Ah merde, je sais pas s'il faut nommer, voilà, une entreprise de robotique à Montpellier. Et c'est vrai que moi, passionné de robotique depuis tout petit, dès qu'il y avait une entreprise qui était dans le domaine, je suivais évidemment les avancées de loin. J'avais envie d'aller dans cette boîte vraiment parce que je trouvais ça hyper intéressant. Donc j'ai commencé à MedTech après ma thèse. Et pas de bol, j'ai divorcé. Du coup, les priorités dans ma vie ont un peu changé. Je me suis dit, je vais consolider le travail, parce que là, du coup, c'est plus pareil. Mais en fait, quand t'es arrivé à MedTech, t'avais quasiment jamais travaillé, quoi. J'avais fait un CDD à Lille. J'avais fait de l'ingénierie de recherche. Et les 3 ans de thèse. J'avais fait des boulots et 3 ans de thèse pour le CEA. Du coup, je travaillais pour le CEA dans un labo de recherche, mais du coup pour le CEA. D'accord, ok. Et donc forte expérience robotique, mais plus sur l'implémentation de robots. Donc j'ai travaillé sur plein de robots différents, mais après pas vraiment dans le monde du travail, on va dire usuel, comme on a pu connaître, etc. Et c'est vrai que le divorce m'a mis un peu dedans, mine de rien, je t'avouerai. Je n'étais pas bien, c'est à l'époque où on s'est rencontrés. Voilà, donc je me suis dit, bon, est-ce que la priorité c'est de finir d'écrire ma thèse ou de plutôt essayer de rebondir sur ça et je me suis dit, on va choisir la deuxième alternative et c'est pas grave. Et dans plein de trucs, je me dis, c'est pas grave. Et tu peux plus la passer aujourd'hui? Je sais pas comment ça se passe. Je peux la finir, il faudrait que je termine de rédiger, etc. Mais est-ce que j'en ai vraiment besoin? Si je le fais, c'est plus un bonus dans ma vie parce que j'en ai plus besoin aujourd'hui. Juste pour checker la case, j'ai fini ma thèse. Voilà, si j'y arrive, si c'est faisable, pourquoi pas. Mais donc on peut pas vraiment t'appeler docteur Ferrer, quoi. Non, on peut pas m'appeler docteur Ferrer. Demi-docteur. Non, moi juste Bruce, c'est très bien. Mais voilà, beaucoup d'échecs, tu vois, sur plein de choses que j'entreprends. Beaucoup d'échecs, mais beaucoup de tentatives, quoi. Ouais, voilà, mais comme je te dis, même si j'arrive pas, en vrai, j'ai appris tellement de choses, aussi bien d'un point de vue d'expérience professionnelle que de vivant, de personnes que j'ai rencontrées, etc. Enfin, c'est vraiment très intéressant tout ce que j'ai fait. Et entre-temps, du coup, tu te souviens, je t'avais parlé du lycée militaire. Oui. Mais c'est toujours là. Hein. Je me suis toujours dit, il faut que tu y retournes. Il faut que j'y retourne. Quand je suis rentré en France, en 2014, c'est resté là. Je me suis dit, putain, quand même, t'as eu un échec dans ta vie. Hein. Tu peux pas rester sur ça. Et là, je me dis, bon, j'aimerais bien faire l'armée quand même, mais je sais pas ce que je peux faire, même participer de manière ponctuelle, tu vois. Okay. Et là, je vois, je peux être réserviste. Ouais. Je suis réserviste, c'est vrai que j'avais vu ça il y a quelques années, mais j'avais vu que la limite d'âge, bon là, je commençais à me faire vieux, tu vois, j'avais plus de 25 ans, je crois, il me semble. Et là, je vois, ils ont augmenté la limite d'âge. Je me dis, sérieux? Je me dis, trop bien. Là, je vais au CIRFA. Je dis, voilà, j'aimerais bien être réserviste, officier, parce que c'est ce que je voulais. Et il me dit, ouais, t'es ingénieur? Je dis, oui, il me dit, ouais, pas de souci. Et il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, en vrai. Ce que vous avez? Ouais, non, mais en vrai,
Vas-y, on fait. Il me dit, bon, bah, on monte le dossier. De toute manière, les régiments, ça se décide pas maintenant et tout. Et là, du coup, mon dossier est pris. Je fais non. Et du coup, je me retrouve où? À Saint-Cyr. Ok, donc c'est à ce moment-là. Ouais, et je fais waouh. Et donc là, t'imagines la fierté de me dire, je passe les portes de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr par la petite porte, la toute petite porte, clairement. Mais très fier. Mais t'y passes pour faire quoi? Pour être officier de réserve. Mais en quoi consiste le job de officier de réserve? Eh ben, ça peut être divers et varié. Moi, j'étais dans... Alors, je passe donc les formations, etc. Je deviens sous-lieutenant Ferrer et je suis attribué, donc, malgré moi, au régiment de Douai, 41e régiment de transmission de Douai. Pourquoi? Parce que j'étais à Lille. Alors que j'ai dit, les gars, je déménage parce qu'entre-temps, il y avait mon ex-femme. Je redescends sur Montpellier, me mettez pas à Douai. Mettez-moi un régiment dans le sud. Ah, que nenni, ils m'ont mis là-bas. J'ai jamais mis les pieds là-bas. J'ai demandé directement une mutation. Et mais réserviste, pour moi, c'est tu es appelé de temps en temps. Enfin, je sais pas du tout à quoi ça correspond. En fait, tu as un minimum de 30 jours par an à faire, environ. Ok, alors, mais les dates exactes, je sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Alors, il faut savoir que la journée type d'un officier de réserve est différente d'un militaire de rang. Ça, c'est la première chose, parce que du coup, nous, on encadre une section. À plusieurs lieutenants, etc. Mais globalement, on encadre une section. Et on fait de la mise en condition opérationnelle. C'est-à-dire que tu as les gars que tu vois généralement à la gare, etc., qui tournent en patrouille. Il y a beaucoup de réservistes, en fait. Et moi, ma mission, c'était de les former. De les former. Mais les former à quoi? Alors moi, j'étais moniteur de tir. Donc, je formais au tir. Mais ça veut dire que toi, tu étais... je sais pas s'il faut être bon tireur pour former au tir, mais tu avais aussi suivi une formation de tir. Pour être moniteur de tir, tu dois être bon au tir. Donc en fait, tu as des critères. Et en fait, si tu n'es pas bon au tir, tu peux pas être moniteur de tir. Et j'étais plutôt bon. Clairement, j'étais plutôt bon et c'était très intéressant. Et en même temps, très stressant. Moi, la partie de ma vie où j'ai été le plus stressé, ça a été lors d'un exercice de tir où j'étais avec un légionnaire. À la fin de mon monitorat, du coup, tu apprends à tirer à des légionnaires, donc des vrais légionnaires, dans le sens où c'est des gens avec le képi blanc. C'était pas des personnes comme moi, réservistes, etc. Donc c'est des vrais légionnaires. Bon, beaucoup de légionnaires viennent d'origines diverses et variées. Moi, j'avais, je pense, une personne d'origine slave, on va dire. Je sais plus son pays, mais elle parlait pas français. Très compliqué d'apprendre à tirer à quelqu'un qui ne parle pas français en français. Ou alors t'insultes en roumain, parce que c'est la technique pédagogique. T'as eu peur? Alors, j'ai eu très peur, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que je lui apprenais. Il me disait oui. Bon, en fait, non, mais bon. Et donc, du coup, j'étais très stressé et en même temps aux aguets par rapport à tout ce qu'il faisait. Donc, je devais tout surveiller parce qu'il avait des vraies munitions, en fait, dans ses armes. Et à un moment donné, donc, au pistolet, il se retourne. Donc, il a pistolet face à moi, mais pas dans un but de me nuire. Mais en fait, il aurait pu me tuer, en fait, parce qu'il était à 20 cm de moi, avec une arme face à ma poitrine, il aurait pu me tuer. Et là, j'ai vu ma vie défiler, tu vois. Je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer, putain? Pourquoi il comprend pas, tu vois? Et je me suis dit, tu vois, j'étais en grosse période de stress. Ce qui fait qu'après, tu vois, dès qu'il y a des personnes dans le monde professionnel qui te donnent beaucoup de stress, moi, je suis là, ça va, en vrai, c'est nickel. Il a pas d'arme. Non, mais oui. Non, mais en vrai, quand t'as failli mourir, en vrai, c'est pas grave. Tu relativises, tu dis, c'est ok, c'est stressant, oui. Et t'es toujours réserviste aujourd'hui? Alors non, parce qu'à un moment donné... tu peux plus l'être. Alors non, t'as que 24 heures dans une journée. Et j'ai beaucoup d'activités, j'aime beaucoup de faire beaucoup de choses. Et en fait, avec la thèse, une vie de famille, un enfant, au bout d'un moment, je pouvais plus prendre mes vacances pour faire ça. Et donc ça s'est arrêté. Ok. Tu regrettes cet arrêt? Non, je regrette pas parce que je pense que j'ai essayé. Et après, tu as des choix de vie à faire, tu vois, tu as des priorités dans ta vie. Là, c'était plus ma priorité, mais je l'ai fait quand même, tu vois, j'ai réussi à aller jusqu'au bout, pour une fois. Enfin, malgré tout, j'ai réussi à avoir mon béret vert, puisque du coup, j'avais été donc à la Légion pour faire ça, et ça a été génial, tu vois, j'étais vraiment très fier de pouvoir arriver là. Mais après, un peu triste de devoir arrêter,
mais pas de regret. Ouais, t'arrêtais pas pour ne rien faire, quoi. Exactement. Enfin, il y avait des C'était bonnes raisons. vraiment, tu vois, il y avait mon arrêtais. fils et je voulais profiter aussi de mon Ouais. fils, donc c'était Ouais. hyper intéressant, quoi. Ok. Voilà. Donc, putain, t'as plein de choses à dire. Ah mais oui, pardon, je sais On pas s'est arrêté depuis combien de que, temps on a... Ça fait parle. 1h30. 1h30. Mais Oh là bon, là, ça ça va. va être quelque chose. Et pas tout vieux, mais quand je te disais que j'avais eu une vie à 1000 facettes, j'ai fait pas mal de travail. Je savais pas que t'avais fait divers tout et ça, quoi. variés, et j'ai vu beaucoup de choses. Parce que du coup, on n'a pas du tout parlé de ton métier d'ingénieur. Mais oui, oh là là. Parce que maintenant, c'est plus du tout ingénieur robotique. Donc, Et non. Qu'est-ce qui s'est passé, ça, c'est assez pourquoi drôle parce que du coup, premier job, enfin, vrai job à Medtech dans le domaine médical, etc. Donc, moi, j'avais un gros background en robotique puisque du coup, je développais des robots depuis des années. Et du coup, j'ai été recruté par donc une personne qui est formidable d'un point de vue professionnel, donc Stéphane, qui est le meilleur manager que j'ai jamais eu, en fait. je pense qu'il écoutera. C'est vrai. Il Non, écoute, merde. Il Merde, s'il écoute beaucoup. Ouais, il écoute tous les jours. Salut le chef. Mais oui, il a été vraiment fou parce qu'il m'a donné une chance vraiment hyper importante. Donc j'ai été ingénieur système. Donc du coup, comme j'avais l'habitude de développer des robots, etc., d'intégrer les capteurs, le métier d'ingénierie système, c'est un peu de comprendre les besoins utilisateurs et de les traduire en spécifications techniques. Donc en gros, faire des cahiers des charges et de faire le suivi de l'implémentation des gens qui vont faire le technique. Donc du coup, tu es vraiment une passerelle, tu dois avoir une vision globale pour comprendre ce que les gens veulent, le traduire en technique, du coup il te faut quand même un background technique pour comprendre ce qu'il faut, et de faire le suivi, etc. Donc j'ai été ingénieur système. Et à un moment donné, dans cette vie d'ingénierie système, donc loin du technique, mais ça m'allait, c'était super intéressant, à un moment donné, je fais une pause pipi, tu vois, je vais aux toilettes, machin et tout ça. Et je sors. Et là, Je vois une pub. Et là, non, mais c'est à peu près ça, tu vois. Et là, je vois un manager software qui me fait Bruce. Je fais ouais. Tu fais quoi là? Limite, tu vois, en train de remonter ma braguette. Je suis en train de pisser. Il me dit t'as du temps? Je suis voilà. C'est bizarre. Bizarre, tu vois, vraiment sortie de toilette et tout. Il fait non, parce qu'en fait, il y a les Américains. J'ai une réunion, c'est un peu touchy. Il me faut un ingé système pour un sujet de cybersécurité. Tu connais? Oui, globalement, je vois. Enfin, comme tout le monde, tu vois. Et je rentre dans cette réunion, et puis depuis... je suis toujours dans la réunion. Et je suis toujours dans la cybersécurité parce que j'ai trouvé ça hyper intéressant. Okay. Donc je me suis éloigné totalement de la robotique, mais j'ai trouvé une autre passion, tu vois, un gros challenge à faire, qui est la cybersécurité, pas que tu peux trouver dans le truc, mais appliqué aux dispositifs médicaux. Et tu t'épanouis dans ce nouveau domaine? C'est génial. Ouais. C'est génial. Vraiment, je ne pensais pas autant m'amuser, et à tel point que j'ai décidé à titre personnel, enfin, en réfléchissant avec moi-même, encore une fois, je me suis dit, bon, d'une part, j'adore la cybersécurité, d'autre part, j'aimerais bien monter quelque chose moi-même, tu vois. De monter ma propre boîte de dispositifs médicaux. Et pour y arriver, quand même, j'ai dit, j'ai un fils, je peux pas faire n'importe quoi quand même. Parce que tu as des responsabilités, c'est pas juste moi avec moi-même comme je faisais avant. Tu as vu quand je suis parti à Montréal, j'avais fleur au fusil, j'ai pas de thunes, c'est pas grave, j'ai trouvé une solution. Je trouve toujours une solution, ça a toujours été mon motto. Et là, il y a quelqu'un. Mais il y a quelqu'un d'autre, donc je peux pas y aller en mode all-in, en mode YOLO, et puis on s'en fout, tu vois. Et donc je me suis dit, je suis bon dans ce que je fais en termes de cybersécurité, je vais mettre à mon compte dans la cybersécurité, et puis je vais voir ce qui va se passer, etc. Et entre-temps, donc, je lâche mon CDI, parce que j'avais un CDI. Enfin, tout le monde me dit, mais t'es malade, tu lâches un CDI? Je suis, ouais, mais en vrai, j'ai envie de faire... j'ai un projet dans ma vie, je veux monter ma boîte. Puis je me dis, au pire des cas, je me mets en freelance. Et je me souviens, donc, je retourne dans une autre boîte dans laquelle on a travaillé encore tous les deux. Et les gens, ils font, mais tu viens pour le CDI? Non, mais je viens pour un CDD. Moi, je suis intéressé pendant 1 an, parce que du coup, j'avais envie de sécuriser, d'avoir le chômage. J'ai jamais fait de ma vie, mais tu vois, je me dis, je sécurise, j'ai envie de tester. Pour une fois, je me dis, si le chômage peut m'aider à arriver à monter ma boîte, go. Donc, il fallait que j'ai 1 an de CDD. Et c'est vrai que ça a choqué beaucoup de monde. T'es pas intéressé par un CDI chez nous? Non. Ouais, petite pensée pour toi, Stéphane, aussi. C'était très bizarre, mais merci encore de la proposition. De m'avoir accompagné dans ce projet un peu fou et de m'avoir aidé à avancer. Mais du coup, ce projet, il en est où? Ce projet, il est compliqué. Parce que du coup, là, je suis en freelance depuis 1 an dans la cybersécurité. Où j'accompagne. Après, si tu t'éclates dans ton métier, mais en vrai, pourquoi vouloir faire autre chose? Parce que je me dis, ça peut être cool
C'est un challenge. Ouais. Donc oui, le fait d'être auto-entrepreneur, ça peut... Qu'est-ce que tu recherches dans ce challenge? C'est tu te souviens quand je t'ai parlé lorsque j'étais à Montréal, où j'avais rencontré des patients, etc., qui aimaient ça. J'ai envie de continuer cette expérience-là. Ok. Parce que j'y ai pris goût, je sais que je peux aider certains patients. Alors peut-être que d'autres entreprises peuvent le faire, mais moi j'ai envie d'essayer. Et à travers ton métier, c'est pas pareil? C'est différent. Là, j'avais vraiment une personne qui m'a profondément touché, et la raison pour laquelle je veux monter mon entreprise, c'est justement par rapport à cette personne-là. Ok. Parce que, tu vois, donc j'étais dans un hôpital avec des personnes avec certaines pathologies. Et la personne, elle me dit, mais tu sais, moi, j'ai pas envie de la robotique pour avoir 100% de ma motricité. Je veux pas être comme avant. Elle me dit, je veux juste être autonome pour me laver tout seul. Et ça m'a touché, tu vois. Parce que je me dis, putain, ce gars... Des fois, tu vois, dès que t'es ingénieur, tu penses aux meilleures solutions, tu veux refaire le monde, etc. Mais là, non. Ce que lui, il avait besoin, c'était d'éviter qu'une infirmière vienne tous les jours pour lui torcher le cul, quoi. Il a dit, moi, j'ai juste besoin de retrouver une dignité humaine, de pouvoir me doucher et me laver seul. Et tu vois, ce patient-là que j'ai rencontré il y a longtemps, quoi, ça doit être 2012. Je l'ai toujours. Tu vois. Et je me dis, en vrai, moi, j'ai une solution pour t'aider. Et je vais trouver un moyen. Mais qu'est-ce qui te manque? C'est des fonds. J'ai l'idée. Tu penses que c'est l'argent principalement, ou c'est le déclic, le premier pas qui va faire que ça va s'enchaîner? Ouais, en fait... ou une peur, peut-être? Non. Moi, je pense que c'est vraiment... En fait, quand tu es dans le domaine de la high-tech, des startups, etc., quand tu mets de la robotique dedans, c'est tellement compliqué de... Alors déjà, j'ai fait plein de formations de start-upers, etc. Et les gens, ils te font un business plan à 3 ans et tu leur dis, mais non, moi, ça marche pas, parce que le temps d'avoir une mise sur le marché, c'est 5 ans au minimum, quand il y a des entreprises qui ont des fonds conséquents qui y arrivent. Moi, ton histoire de formation, ça ne marche pas dans mon cas. Et en fait, tu te rends compte que toutes les formations que les gens peuvent te vendre, Pôle emploi, etc., pour t'aider à te former, ça ne marche pas. Mais est-ce que tu as essayé de parler avec des gens qui ont fait ça? Oui, certaines personnes. Il y en a d'autres qui ont réussi plus rapidement que moi. Et je pense on est une personne avec qui on a travaillé qui a réussi. Et je pense que je vais essayer de prendre contact avec lui pour savoir un petit peu quels sont les leviers que lui a réussi. Pas des leviers financiers, mais peut-être des leviers de communication, ou peut-être des choses. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, mais tes fonds propres, il faut les augmenter. Tu as les crédits à taux zéro, etc. Mais moi, au crédit, fondamentalement, oui, ça pourrait m'aider. Mais je peux pas. J'ai déjà eu un crédit. J'ai galéré à pouvoir le rembourser, etc. Et maintenant que j'ai un enfant, c'est pas la même charge. Je me dis, ça peut foirer. Alors oui, je me mets pas all-in sur le coup. Tu vois, j'ai mûri en fait dans mes réflexions. Avant, j'ai allé en mode YOLO, etc. Maintenant, j'ai vraiment mûri sur ma construction des choses. Et je suis beaucoup plus préparé à plein de choses. Donc, je préfère prendre du temps pour pouvoir le créer. Mais y aller quand je serai prêt. Pas forcément, tu vois, avoir tout qui est fait, mais avoir une idée claire de comment est-ce que je peux mettre en œuvre les grandes lignes et c'est ce que j'ai peur. Donc pour l'instant, tu vois, je développe mes activités d'auto-entrepreneur, on peut dire, et en parallèle, je travaille toujours sur ça, en tâche de fond. Donc je le lâche pas. Ça Après, continue. c'est difficile, je trouve, pour ce genre de mission, de challenge que tu te mets, de pas être à 100%. Quoi. Ouais. Parce que travailler sur ce que, allez, je sais pas, 50%. Ouais. C'est... Ça passe. Ça passe, mais t'as l'impression de pas avancer, quoi. Oui, après, j'ai quand même la chance d'être pas seul, tu vois, dès que je suis rattaché à une équipe. Je suis pas seul, donc j'arrive à guider sur les directives, etc., à suivre, la marche à suivre. J'ai pas besoin d'être là au quotidien. Des fois, c'est mieux, des fois, c'est moins bien. Après, il y a des contraintes X ou Y. Mais en vrai, ça passe. J'arrive à me dégager du temps pour pouvoir travailler dessus en tâche de fond. Il y a une chose dont on n'a pas parlé dans toute cette histoire, c'était le côté massif lyonnais, du coup. Ah oui. Du coup, un peu montagnes. Tes montagnes, et puis ton aisance pour parler. Ah oui, c'est vrai. Je pense pas en avoir une, mais apparemment. Peut-être que tu l'as créé oui, tout au long de ta vie. C'est possible. Mais tu fais du théâtre maintenant ? Oui. Et tu fais de la comédie musicale ? J'ai fait de la comédie musicale, tout à fait. Ok. Pourquoi ce choix de théâtre, se mettre en scène, tu donner vois du plaisir aux gens
Les faire sourire. Tu te souviens du film Yes Man? Ouais. Où il dit oui à une opportunité, voire toutes les opportunités. Bah, une fois, j'étais avec mon meilleur ami, Stan, que tu connais. On faisait une soirée où on refaisait le monde, encore une fois, un soir. Surtout avec Stan. Hein. Voilà, mais on est aligné sur plein de choses, etc. Et à cette soirée-là, pas mal bu aussi. Bah, il y avait du théâtre d'impro qui jouait au Salon des Indépendants, donc un bar qui est sur Montpellier. Et là, j'ai pris tellement de plaisir à en regarder. Et je me suis dit, en vrai, ça a l'air trop bien. J'ai envie de faire ça. Moi, je suis introverti. Hein. Et je me suis dit, ça a l'air trop bien. Mais par contre, tu vois, je me suis dit, pourquoi pas? Je vais voir. Donc, bourré, je vais voir des impros. Je fais, salut, ça a l'air trop bien. Et du coup, le gars, très gentil, malgré mon état alcoolisé, mais j'étais quand même, ça va, présentable, tout ça. J'étais pas trop sous. Il n'y avait pas de vomi sur toi? Non, mais ouais, alcoolisé, mais ça va. Tu vois, c'est encore dans joyeux. Voilà, joyeux, exactement. Et je lui dis que ça a l'air super intéressant ce qu'ils font et comment est-ce qu'on fait pour faire ça. Il me dit, bah écoute, il y a des cours qui existent. Si tu veux, nous, ma troupe, donc c'est la troupe des démons du midi, donc bonjour à eux. Du coup, ils m'ont conseillé d'aller à une MJC où il y avait des cours. Et ce qui est drôle, c'est que cette soirée-là, l'impro que j'ai vue, c'était les démons du midi avec la cave des improvisateurs. Ok. Tu vois déjà le lien où je vais avoir. Bon. Et donc, je me suis dit, c'est parti, tu vois. Et je me suis dit, go, je vais faire ça. Et s'il y a un motto dans ma vie, c'est si je dis quelque chose, je le fais. Okay. C'est-à-dire que si je te promets un truc, bah, je le fais, en fait. Ça ne sera jamais des paroles en l'air. Je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir faire quelque chose. À titre personnel, si je me dis que je vais faire quelque chose, tu l'as vu dans ma vie, je voulais être officier, j'ai tout mis en œuvre pour pouvoir y arriver. Et puis si ça passe pas, c'est pas grave, mais j'ai donné le maximum. Donc ce que je dis, je le fais, ou alors vraiment, il y a pas de chance, tu vois. Et donc là, cette soirée-là, je me suis dit, bah, je vais faire l'impro, parce que ça a l'air cool. Mais bon, moi, je suis introverti. Mais justement. Mais oui, mais justement, moi, j'étais vraiment pas bien. Et je me dis, non, bah, trop tard. Tu t'es engagé avec toi-même, t'y vas. Et je me souviens la première fois où j'ai toqué à cette porte de la MJC. Ça fait peur, hein. Ça fait peur, t'as une grande porte rouge, tout ça. Tu toques, tu rentres. Et là, tu connais le monde de l'improvisation comme moi, c'est festif, c'est vraiment bon enfant, etc. Moi, j'étais pas bien. Pas de jugement, quoi. Pas de jugement. Sauf que c'est moi, j'arrivais avec. Au début, hein. J'étais tout recroquevillé, tout ça, parce que j'étais pas dans ma zone de confort. Tu vois. Bon, j'ai eu beaucoup de zones d'inconfort dans ma vie, mais là, c'était une nouvelle, tu vois. Et qui allait vraiment, qui te prenait dans les tripes, parce que voilà, je suis très réservé comme personne. Après, dès qu'on me connaît, bon, bah, voilà, je suis en truc, ou même je suis un faux extraverti, dépendamment des trucs. Mais globalement, tu vois, je suis introverti. Et là, j'ai pas vu les 2 heures de cours passer. J'ai rigolé. La première improvisation que j'ai fait, c'était un escargot. Putain d'escargot. Et vraiment, les 2 heures sont passées. Et à la fin de ces 2 heures-là, j'ai dit, c'est génial. Mais vous me revoyez la semaine prochaine. Okay. Mais au début, c'était genre, bon allez, tu t'y vas parce que t'as dit, mais c'est pas grave si tu continues pas. Et là, en fait, depuis... Et qu'est-ce que ça t'apporte quoi, l'impro, du coup? C'est génial. C'est de rire, c'est de... Ouais, alors il y a tellement de choses dans l'improvisation. Outre le côté technique, parce qu'au bout d'un moment, tu réfléchis au côté technique, mais ça fait du bien. Ouais. En fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est un lâcher-prise. C'est un lâcher-prise, c'est agréable. Tu rigoles, des fois t'es triste, parce que ça m'arrive aussi de faire des impros qui sont tristes, tu vois. Bon, c'est des émotions que je connais très bien, donc j'arrive beaucoup à les faire transmettre lors du théâtre, même si j'évite de le faire parce que je veux pas plomber l'ambiance, mais ça m'arrive aussi de donner plein de panels d'émotions. Et c'est vrai que le côté lâcher prise, le côté joie, rigoler, etc., c'est génial. Et c'est vrai que c'est quelque chose, je pensais pas prendre autant de plaisir avec l'improvisation théâtrale. Moi, ce que j'aime bien avec ça, c'est tu improvises, je le dis à chaque fois, mais tu montes sur scène, t'es quelqu'un d'autre, quoi. T'as un tu personnage. fais ce que tu veux. Et en fait, on s'en fout, quoi. Ouais, tu peux faire n'importe quoi. T'as le Bruce, tu vois, qui est là, donc le moi. Puis d'un coup, tu vois, c'est assez drôle. D'un coup, je vais prendre un personnage. Même dans le quotidien, des fois, maintenant, je fais des personnages, tu vois, je rigole et c'est génial, tu vois. Et puis après, hop, tu reviens et tu te remets en mode sérieux, tu rebosses, machin, tout ça. Mais tu vois, t'as vraiment. T'as un décalage énorme. Ouais, et ça fait du bien, en fait, de se lâcher prise, que je me suis interdit pendant tellement d'années. Ouais. Parce que du coup, avec tout ce qui s'est passé, etc. Je pense que tu peux le faire qu'au théâtre, ça, parce que je pense que les gens ne te comprennent pas dans la vie quotidienne. Oui. C'est ce côté. T'as le droit. On s'en fout, quoi. T'as le droit. T'as le 4e mur. Donc même si les gens te jugent, t'as le 4e mur en face de toi, tu les vois pas, les gens. Ils viennent.
pour un spectacle. En gros, on va dire ça, hein, burlesque ou pas burlesque, dépendamment de ce que tu proposes, mais ils viennent pour quelque chose. Essentiellement des émotions, pour partager des émotions. Et toi, tu t'autorises à tester des choses lorsque tu es sur scène et à partager ces émotions, et je trouve ça génial. Et vraiment, l'impro, ça me permet d'avoir un lâcher-prise que j'avais pas eu avant, et je prends du plaisir, et c'est génial. Ouais, non, mais je Ouais. suis totalement aligné avec toi. C'est ouf. Parce que tu vois, ça fait quelques mois que j'en fais plus et justement, c'est un truc qui me manque, quoi. Ouais. Parce que j'arrive pas à le faire dans la vie quotidienne, tu vois. Parfois, tu as envie de Oui. lâcher prise ou je sais pas, faire un truc. Ouais. Et en fait, tu le gardes pour toi, tu vois. Et ça, c'est assez frustrant, quoi. Ouais, totalement. Bon, plein de choses. Ouais, plein de choses. Et dans la continuité des Yes Man, à un moment donné, t'as ma prof, Hello. Donc, bonjour à elle si elle m'écoute. Une personne formidable dans ma vie qui m'a vraiment aidé. Et tu vois, encore une personne. Tu vois, il y en a au fur et à mesure qui arrivent à différents moments de ta vie. Là, c'est Elodie, ma prof d'impro. À un moment donné, elle m'a dit Bruce, je suis en galère. Là, je fais aussi de la comédie musicale. Et il nous manque quelqu'un pour la comédie musicale qu'on est en train de préparer, West Side Story. Bon, l'année est bien avancée, les textes sont déjà appris, les chansons sont déjà appris, mais est-ce que tu peux pas faire un personnage secondaire? On a besoin de quelques lignes. Et Quand tu fais du sais théâtre. chanter? Non, je sais pas chanter. Ok. Mais justement, je lui dis, moi, si c'est un personnage secondaire, pas de souci. Ouais. Parce que moi, comédie musicale, alors déjà, la scène, moi, j'étais content d'être à l'aise. Je pensais pas que j'allais l'être. Mais je sais pas danser, je sais pas chanter. Donc, moi, ça me va un personnage secondaire. Et je fais le test avec la troupe du Sémus, donc à Juvignac. Bonjour à eux s'ils m'écoutent. Et je fais un personnage secondaire, etc. Et au final, ils me disent, tout le monde, bon feeling avec tout le monde. Et au même moment, il y a un des personnages principaux qui se blesse. Non, qui part. Ok. Et je me suis retrouvé à faire un des personnages principaux. Ok. Et j'ai dit, mais les gars, moi c'est ok, parce que du coup c'est du théâtre, moi j'adore ça, les lignes, tout ça. Donc je peux jouer sur scène. Par contre, toujours non hein, pour le chant et la danse. Non, non, t'inquiète. Une fois sur scène. Attends. Pause le micro. Et ils font, non mais par contre là, d'un point de vue scénique, c'est bizarre si tu danses pas. Parce que t'es en plein milieu, t'es personnage principal. Ouais, un des personnages. Tu vas pas faire l'arbre, quoi. Tu peux, ouais, et du coup tu danses. Je fais, ouais, ok. Bon, je me mets à danser. Et après ils me font, bah là, en fait, après la danse, du coup il y a un chant où tout le monde chante. Donc est-ce que tu peux chanter? Ah non. Bon bah, playback. Je dis, ok, playback. Sauf qu'ils me mettent en avant-scène. Je dis, les gars, playback en avant-scène quand même. Ça va se voir, quoi. Je fais, bon, dis non, mais t'inquiète, on va t'aider, tout ça. Donc je me vois après, donc de juste personnage secondaire, personnage principal, à danser et à chanter. Bon, là, clairement, on m'a bien accompagné. Je chante pas bien, mais quand on est tous ensemble, du coup, tu fais. Je suis en baryton dès que je chante, donc du coup, belle voix grave. Non, c'était cool, vraiment une super expérience. Donc, t'as fait une représentation et Alors, on a fait une représentation parce que du coup, on n'avait qu'une date. L'année d'après, on a fait une autre comédie musicale. Ah ouais, non, d'accord, t'as quand même continué dans ça. Ouais. Et c'est à ce moment-là où du coup, j'ai pu rentrer dans une troupe. Okay. La troupe de la cave. Là où la première fois où j'ai vu de l'impro de ma vie, c'était les démons avec la cave. Bah là, du coup, je rentrais à la cave, les improvisateurs. Et du coup, j'étais là, trop bien, c'est les gars que j'ai vus et tout ça, ils sont géniaux. Et du coup, je faisais maintenant partie de cette troupe-là. Et à un moment donné, comme je fais beaucoup d'activités, parce que mine de rien, là, on parle des activités un peu plus théâtrales, mais il y a aussi le sport dans ma vie. Mais j'y arrivais plus, hein, parce que du coup, j'avais la troupe. J'avais comédie musicale, j'avais ça. Je terminais une répète, je prenais la voiture de Juvignac pour rentrer, pour aller à la répète. En plus des cours, ça commençait à être compliqué. Donc malheureusement, même si j'adorais la comédie musicale et je m'épanouissais, c'était compliqué. Plus la priorité, au bout d'un moment, je commençais à être fatigué, donc j'ai lâché la comédie musicale et je me suis consacré pour la troupe d'improvisation. Ok. Tu fais toujours de l'impro du coup? Toujours avec la cave et ça continue. On fait des formats cabaret dans les bars et des formats longs dans des contextes qui se prêtent plus dans des salles un peu plus grandes et c'est vraiment bien. Et dans 5 ans, tu feras toujours de l'impro? J'espère. Tu seras où, tu penses, dans 5 ans? À Montpellier. Ok. Parce que du coup... et le petit? Voilà, il y a le petit. Donc à Montpellier, dans la même troupe, j'espère. On s'entend bien. Mais après, bon, ça peut... Le boulot, non. Okay. Je pense que d'une manière ou d'une autre, j'aurais évolué.
J'espère pouvoir avoir monté mon projet d'entreprise ou d'avoir développé d'une certaine manière une entreprise ou d'autres entreprises. Après, il y a d'autres idées qui sont dans ma tête. Il y a plein de projets qui sont à monter et après, il faut juste les mettre en œuvre et les Ouais, ouais. réaliser. Mais dans tous les cas, je sais qu'il y aura du nouveau, Ok. des choses en plus, etc. Donc, on va voir comment ça va se mettre en œuvre. Et ça va être super. Ok, bah écoute, je te souhaite que du bonheur en tout cas. J'espère que tes futurs projets en tout cas se concrétiseront. Ah, merci. Bon, c'est déjà 1h50 qu'on parle. Tu Oh vois. là là, Enfin, ou que t'imagines. tu parles, je sais Ouais, pas. non, mais qu'on parle tous les deux, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire et encore, Non, mais c'est j'ai chouette. pas tout j'ai pas tout dit, pardon. Mais j'espère en tout cas qu'il y a des gens qui vont récupérer certaines parties de ta vie et ils peuvent se dire ah, moi aussi là, j'étais comme ça, j'étais dans cette situation. Bah, j'espère, c'était Et le but puis, aussi de pouvoir partager ça quand je t'ai contacté. C'était juste en gros Ouais, pour ouais. partager mes éléments de vie, montrer que j'en ai chié, pas pour montrer que j'en ai chié, mais juste pour dire que c'est faisable. Quoi qu'il se passe dans la vie, ça peut être plus ou moins difficile, mais si on se tient à ses objectifs de vie, qu'on est en accord avec ses principes et son éthique, on peut y arriver. Il faut juste se donner les moyens. Tu disais tout à l'heure, en fait, où on s'est répondu mutuellement sur les choix de vie. En gros, on choisit, à un moment donné, il y a des choix qui arrivent, on choisit ce qu'on fait. On peut baisser les bras et se dire c'est fini, ou on peut se dire et c'est pas grave, on se met un coup de pied au cul et on peut y arriver. Et je pense que s'il y a une chose qu'il faut retenir sur tout ça, c'est que on peut y arriver. Il faut se donner les moyens. Et même si on arrive à 60% de ses objectifs, c'est quand même génial. Ouais, c'est mieux que zéro, quoi. Exactement. Ouais. Non, mais c'est exactement ça et c'est exactement aussi ce que j'essaie de faire de par tous ces challenges que je me donne et que je me fixe. C'est que si t'essayes pas, tu sauras pas. Donc autant essayer. Au pire, tu arrives pas, comme tu dis. Exactement. Et tu perds pas grand-chose ou peu. Ouais, tu perds du temps peut-être. Ouais. Mais encore. Ouais. T'es heureux actuellement? Ah ouais. Est-ce que t'es plus heureux actuellement que il y a 1 an ou 2 ans? Ouais. Est-ce que tu penses que tu le seras encore plus il y a 1 an ou 2, enfin dans 1 an ou 2? Si je continue à penser comme je suis, oui, clairement. Ouais. Je suis beaucoup plus heureux qu'avant et je le serai encore plus ça va après. Bon, mais c'est trop cool alors. Et puis même si je le suis pas plus, à 90 ans alors. Ouais, c'est ça, on va voir. Ça va, ça t'a plu cet échange? Et c'était génial. Enfin, je stressais un peu parce que du coup, je stresse pas avant, je stresse au moment de faire les choses. Parce que du coup, même si je cogite avant, etc., dans tous les cas, je me suis dit, j'avais écouté ce que tu avais fait avant, etc. Est-ce que c'était la première fois que tu parlais de tout ça pas forcément à quelqu'un, mais parce que là, peut-être que ça va toucher peut-être pas beaucoup de personnes. Mais qu'une seule personne et vraiment toutes les histoires avec les éléments marquants que j'ai pu... Ouais, c'est la première fois où il y a tout de bout en bout. Pas tout, il y a des éléments que j'ai pas mentionnés, évidemment, parce que on aurait pu parler beaucoup plus longtemps. Mais c'est vrai que c'est la première fois où il y a ça. Enfin, la manière dont je le parle de bout en bout comme ça, c'est vrai que c'est la première fois. Écoute, merci beaucoup en tout cas de me donner ce privilège. Merci à toi d'avoir organisé ça. Et, je n'ai pas fait grand-chose. Je t'ai juste demandé quand est-ce que tu es dispo. Bah oui, mais c'est vraiment facile, c'est cool. Une dernière chose, est-ce que tu aurais un livre à recommander à ceux qui nous écoutent? Un livre qui t'a marqué, où tu te dis, à part... Enfin non, à part rien du tout. Oui, il y en a un, mais là, je l'ai perdu de tête. Ce que j'allais te dire, t'as le Jules Verne qui te... Oui, il y a le Jules Verne qui m'a marqué, 20 minutes sous les mers, évidemment. Mais il y en a un qui m'a beaucoup marqué, qui est L'Alchimiste. Alors, beaucoup de personnes le lisent en première lecture. Après, c'est un développement personnel, hein. C'est pas juste l'histoire d'une personne qui a une quête, etc. Moi, je l'adore parce que je suis contre ce qui est écrit dans ce livre-là. Parce que le but de ce livre, en gros, si on regarde, il le répète à plusieurs fois, le Mektoub, qui est tout est écrit. Non, en fait, moi, je suis vraiment à l'inverse de... Tu crées tes opportunités. Après, c'est une quête philosophique, hein, c'est en gros, ou théologique pour certains. Et moi, j'aime beaucoup ce livre parce que tu sois pour ou contre ce qui est écrit, il y a une réflexion derrière sur ta vie, sur tes choix de vie, etc. Et c'est vrai que c'est un livre que j'apprécie particulièrement parce que je me suis beaucoup retrouvé dans voire quasiment la totalité des événements de ma vie. Ok, d'accord. Ouais. Je connais pas du tout. L'Alchimiste. Tu te souviens de l'auteur? Alors, je vais hacher son nom. Mais à peu près quoi, histoire Jean que je le retrouve. Jean Coelho.
Ah non, c'est pas ça. Je suis Jean-Michel à peu près sur les noms. L'alchimiste, très connu, Ok. tu vas le trouver facilement. Ok, bah écoute. Désolé pour l'auteur qui... J'aime bien lire les livres que les gens me proposent. Donc, Il est passionnant, ça se lit très facilement. Ok, ok. Un avis sur ça va, ça t'a plu? Ah bah ouais, génial. Ok. Je pensais pas que ça allait être aussi Vous non fluide plus, dans écoute. les échanges. Non, mais écoute, Non, c'est franchement, super. c'est super bien passé. En tout cas, encore merci Bah ouais, d'avoir pris le temps de le faire, d'avoir parlé de ça aussi. avec grand plaisir. Parce que c'est pas. Enfin, on a senti. Enfin, c'est normal Oui, aussi, il y a des quelques moments où émotions de temps en temps. Évidemment, c'est des événements Mais, qui sont marquants, mais Bon, en tout cas, j'espère que ceux qui nous écoutent. ils sont pas endormis. Déjà, Moi, je pense c'était pas, un peu parce long. que je pense pas. Au pire, je te dirai les retours que Bah ouais, j'ai. avec Et tu grand me diras les plaisir. retours que t'as. Ouais, ça marche. Merci, Bruce. Avec grand plaisir, Et merci à puis, toi. à la prochaine, à ceux qui nous écoutent, quoi. Allez, à bientôt pour le prochain épisode. Et attends, si jamais où est-ce qu'on peut te voir en tête d'impro? Ah, en théâtre d'impro, donc on a une page Insta qui est la cave des impros. Parce que du coup, si vous tapez juste la cave, vous allez avoir Des plein de trucs spécialisés de vin. Non, de vin, Ah mais oui. nous, non, on fait des impros, donc la cave des impros, sur Insta, essentiellement. Vous pouvez avoir les dates. Donc, on joue au Broc et on joue sur 7 aussi pour des formats longs qui sont géniaux. Il n'y a pas assez de monde qui voit ça, mais c'est plus d'1 heure d'impro sur un personnage. Je vous conseille les impros longs. Si vous aimez l'improvisation, testez les impros longues. Et ça, c'est génial. On en propose de temps en temps, donc suivez-nous sur Insta. Ok, bah super pub. Ma petite promo. Bon, merci en tout cas, Bruce. Merci bien. Salut. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien faites-le moi savoir avec une note 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ou alors laissez-moi un commentaire, et nous on se retrouve pour le prochain épisode.